Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs. Je vous retrouve aujourd'hui pour notre rendez-vous hebdomadaire sur le Covid-19. Déjà, nous sommes au 7e numéro de Actu Covid. Hier, entre 9 h du matin, un voleur a été appréhendé dans le quartier Gungan de Ouagadougou. Des jeunes du quartier qui, du fait de la chaleur, ne dormaient pas, ont mis la main sur lui alors que, profitant du couvre-feu en vigueur, il s'adonnait à une activité illicite, le cambriolage. Vous l'aurez donc compris, aujourd'hui nous allons parler de Covid et questions sécuritaires. Avec moi sur le plateau, j'ai des invités de taille. J'ai avec moi à ma gauche M. Ali Nana, coordonnateur du mouvement de résistance populaire MRP. Bonsoir et bienvenue à vous, M. Nana. Bonsoir, Herman. Voilà. Bonsoir à tout le monde. D'accord. En face de vous, M. Nana, nous avons M. Bado Christophe. Vous êtes secrétaire général adjoint du mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples MBDHP. Bonsoir. Bonsoir à vous et bienvenue. Merci. Et j'ai à ma gauche, juste à côté de moi, un confrère. Il s'agit de M. Bado Christophe. Vous êtes de M. Serge Oulin, pardon. M. Serge Oulin, vous êtes directeur de publication du journal L'Événement. Et également, donc, vous êtes spécialiste des questions sécuritaires. Vous avez notamment fait paraître cet ouvrage. Voilà, c'est titré « Comprendre les attaques armées au Burkina Faso, profil et itinéraire de terroristes ». Avec vous, donc, nous allons parler un peu plus de la question. Et nous avons également un autre écrivain sur le plateau. Voilà, il s'agit donc du commissaire de police, Monsieur Palinfo Rachid. Bonsoir et bienvenue à vous. Bonsoir. Voilà. Alors, vous également, vous avez fait sortir plusieurs ouvrages sur les questions sécuritaires, 6 au total, si je ne m'abuse. Voilà, dont celui-ci, Alerte précoce, de la réforme de la police nationale à la réforme du secteur de la sécurité. Voici. Voilà. Donc, nous allons parler de questions sécuritaires aujourd'hui pendant donc cette période difficile de Covid-19 et d'ores et déjà. Donc, j'aimerais que chacun d'entre vous donne son avis sur la question. En commençant par vous, M. Nana, allez-y. Mon opinion sur la question de la Covid-19. Ok, effectivement, merci BF1. Et avant de commencer effectivement à développer cette question, je tenais effectivement, comme nous sommes aujourd'hui dans la dynamique de la question sécuritaire, je voulais m'incliner devant la mémoire de tous ceux qui sont tombés depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui du fait de ce phénomène de terrorisme que nous combattons depuis lors. Effectivement, rien qu'avant-hier, des braves gendarmes, des jeunes patriotes gendarmes sont tombés encore. Et effectivement, l'occasion m'est permise de m'incliner devant la mémoire de ces patriotes burkinabés et effectivement adresser mes condoléances les plus attristées aux différentes familles éplorées. Effectivement, pour revenir sur la question de Covid-19, nous suivons comme tout le monde, nous sommes dans la dynamique de cette maladie. Bon, mais quant au fond, effectivement, nous allons apporter les éléments par rapport à notre appréciation personnelle sur cette question de Covid-19, par rapport à la question de la lutte contre le terrorisme qui date depuis 5 ans aujourd'hui, en 2020, ça. Donc, et qui effectivement a fait de nombreuses victimes et malheureusement aujourd'hui une partie importante de ce territoire du Burkina Faso n'est plus sous le contrôle de l'administration nationale. Donc c'est un point qu'il faut souligner en attendant de donner de plus amples informations et de plus amples développements par rapport à cette question-là. D'accord. Alors, il faut souligner que vous avez lancé le mouvement de résistance populaire qui appelle donc les populations à résister face à l'envahissement du terrorisme. C'est bien cela. Effectivement, on a lancé ce mouvement le 5 octobre 2019, au moment où personne n'osait aller à Kongossi. Nous avons bravé ces obstacles, nous avons pris des risques énormes. Des jeunes patriotes se sont retrouvés à Kongossi pour dire ces terroristes-là, ils sont à 110 km de Ouagadougou. Nous préférons aller mourir au front que de rester à Ouagadougou et laisser nos parents mourir. C'est ça qui nous a amené à effectivement faire ce voyage de Kongossi pour lancer un mouvement qui, Dieu merci, un mois après, le président du Faso a emboîté le pas du mouvement pour la résistance populaire.
C'est ça, en demandant donc des volontaires pour la sécurité. On aura l'occasion donc d'approfondir la question, surtout en cette période de pandémie. Vous allez nous donner plus de détails. En face de vous, nous avons M. Christophe Bado. Vous êtes donc secrétaire général adjoint du mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples. Alors, quand on dit Covid et questions sécuritaires, tout de suite, quelle analyse vous en faites? Alors, je pense qu'il a déjà un peu présenté, donc, campé le décor. En s'inclinant donc devant la mémoire des personnes tombées du fait de l'insécurité et des personnes tombées du fait donc du Covid. Donc je ne vais plus donc m'attarder là-dessus, mais de dire tout simplement que lorsqu'on parle d'insécurité, pour nous déjà en tant que mouvement des droits humains, nous voyons effectivement donc les questions donc de violation des droits humains liées effectivement donc à cette question. Parce que nous disons effectivement donc que c'est l'un des droits fondamentaux de la personne humaine, la sécurité de sa personne, la sécurité de ses biens. C'est ça. Et lorsqu'effectivement donc ces sécurités donc ne sont plus garanties, il y a de quoi effectivement donc tirer la sonnette d'alarme. Et comme il a dit malheureusement, le Covid donc est venu s'ajouter à la question sécuritaire. Oui. Il y a effectivement donc comment on appelle ça, les terroristes commencent à gagner encore du terrain, davantage de terrain. Et il est important effectivement donc qu'on en débatte pour savoir donc comment combattre ces deux fléaux. D'accord, voilà. C'est ça. Ne pas oublier l'un. Concomitamment. Ce qui fait d'ailleurs donc il y a plus de déplacés en ces temps-ci. Beaucoup de déplacés internes, effectivement. Exactement. Vous avez suivi effectivement la manifestation qu'il y a eu à Kaya. Exactement. Parce que les déplacés internes de plus en plus n'arrivent pas à avoir effectivement de quoi manger pendant cette période. Vous avez suivi effectivement tous ceux qui ont subi également l'inondation. Voilà, c'est dit effectivement qu'il y a beaucoup de questions de droits humains qui sont posées en cette période. Et vous êtes sensible à cela au niveau donc du MBDHP. Alors à présent, donc, Monsieur Oulon, je vous donne la parole. Dites-nous donc, quelle analyse est-ce que vous faites aujourd'hui des questions sécuritaires pendant cette crise mondiale de Covid-19? Il faut dire que par rapport à... Bonsoir déjà, parce qu'on ne s'était pas salué. C'est vrai, c'est voilà, juste. Merci pour l'invitation. Déjà avoir une pensée effectivement pour ceux qui sont tombés au niveau de ces deux fronts, parce que crise sanitaire, crise sécuritaire, ce sont des éléments, des dimensions de la sécurité, diront les spécialistes. C'est d'avoir une pensée aussi pour le personnel soignant qui se démène comme il peut pour pouvoir soigner voilà, les malades. Et en rapport avec la situation, je dirais, on sort un peu de plus en plus de la psychose avec le Covid pour être un peu... C'est comme si on quittait l'extrême pour tomber en fait dans les deux extrémités, en quelque sorte, je veux dire. La psychose avec la panique qu'il y a eu tout autour de cette maladie pour tomber dans une sorte de déni. À la limite, aujourd'hui, je crois que c'est la crainte qu'il y a. Bon, heureusement, jusqu'à présent, avec les statistiques qu'on a par rapport au nombre de contaminés, ça va comparativement à d'autres pays. Par rapport à la dimension sécuritaire, je crois que c'est là le gros problème du Burkina. Et comme l'ont dit déjà mes prédécesseurs, depuis 2015, en fait, la situation ne fait que se dégrader. Et je crois qu'aujourd'hui, toute personne de bonne foi au Burkina ne peut contester cette réalité-là au regard d'un certain nombre de données, que ce soit les déplacés internes, que ce soit les écoles fermées, que ce soit la situation humanitaire en fait qui se pose. Donc c'est une préoccupation. Et le Covid a donné l'occasion ou a donné l'impression pour des Burkinabés que ça a éclipsé la préoccupation majeure des Burkinabés. Et on a eu un peu ce que je peux appeler passe d'armes entre le représentant des déplacés internes à Kongossi et le ministre en charge de l'administration territoriale suite à l'inondation. Le 19 avril, où carrément le ministre a été pris à partie, où le représentant des déplacés internes a demandé au ministre de prendre à bras le corps, comme ils le font pour le Covid, en fait, la question sécuritaire, afin qu'ils puissent retourner chez eux. Donc ça reflète une certaine réalité que les Burkinabés vivent et que, voilà, on se dit que ça doit peut-être amener un certain réveil, une certaine prise de conscience pour prendre à bras le corps, en fait, cette préoccupation-là, quand même, qui menace vraiment notre vivre ensemble, voilà, la survie de la nation et tout le reste, quoi. Tout à fait, tout à fait. C'est vrai qu'on a vu le coronaton donc, pour lutter contre le Covid-19 et il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent donc pour demander aussi qu'il y ait une sorte de terroriston pour recueillir également des fonds pour lutter contre le terrorisme parce que c'est également un fléau qui fait beaucoup de ravages. Alors, commissaire par l'info, voilà, quel est votre regard sur cette question?
Ben, avant tout propos, comme mes prédécesseurs, je m'incline bien évidemment sur la mémoire de ceux qui sont tombés. Mais je salue l'action aussi bien du personnel soignant que des forces de défense et de sécurité qui sont engagées, qui veillent jour et nuit et qui paient souvent au sacrifice de leur vie en fait, pour protéger la population du Burkina Faso. Je salue aussi l'engagement des populations qui sont réellement les principales victimes et qui, de plus en plus, commencent à comprendre le phénomène et qui réellement s'impliquent davantage dans la lutte contre le terrorisme. Maintenant, coronavirus, problème sécuritaire, j'aurais voulu préférer, parce que moi je suis un technicien, je suis spécialiste de ces questions, j'aurais voulu préférer qu'on parle coronavirus et terrorisme. D'accord. Quand vous dites coronavirus et sécurité, le coronavirus, la Covid-19, pardon, en elle-même est un problème de sécurité. C'est un problème de sécurité que nous nous inscrivons dans ce que nous appelons en fait les risques NRBC. Est-ce que vous voyez? Ce qui veut dire nucléaire, les risques nucléaires, et radiologiques, bactériologiques, chimiques. D'accord. Donc le coronavirus, en fait, c'est un risque de type bactériologique, en fait. Donc, c'est véritablement un problème de sécurité pour nous, déjà. Voilà. Maintenant, si on ajoute là au terrorisme, on dira peut-être que c'est de l'urgence qui s'est ajoutée à l'urgence, parce que déjà, le terrorisme nous a mis dans une situation d'urgence. Le coronavirus aussi, une autre situation d'urgence. Mais Dieu merci, la courbe de la deuxième urgence est en train de baisser. Maintenant, il faut qu'on puisse s'organiser pour stabiliser la première urgence qui réellement a fait d'énormes dégâts et qui aujourd'hui constitue un réel problème pour le pays. Pour le pays, d'accord. Alors donc au cours de l'émission, on va aborder plusieurs aspects sécuritaires, bien entendu. On va parler de cet aspect de couvre-feu. Parce que vous savez que pendant le couvre-feu, il y a des cambriolages, il y a des brigands qui en profitent, on va en parler. On va parler également de cette sorte de pourrissement qu'il y a du côté du nord et de l'est du pays. Et également, bien sûr, on va parler de la situation des déplacés internes. Donc voici les aspects que nous allons aborder. Mais avant, on va aller suivre un micro-trottoir. On a baladé notre micro un peu dans la ville ce matin. Et voici ce que ces derniers pensent. La première influence est venue du fait qu'à un moment donné, les questions sécuritaires ont été reléguées au second plan. On n'en parlait plus, même quand il y avait des attaques terroristes, on n'en parlait pratiquement pas, on en parlait moins. Et aussi quand les forces de défense et de sécurité même engrangeaient des victoires, on n'en parlait pas. Alors que les forces de défense et de sécurité ont engrangé même des victoires contre les terroristes à Touéni par exemple. L'élan de solidarité qui a été demandé à tous les Burkinabés de pouvoir faire face aux questions de terrorisme, cet élan-là, à un moment donné, tournait au ralenti. Et pour terminer, c'est aussi le soutien apporté aux déplacés internes. À un moment donné, on n'en parlait plus. Toutes ces personnes-là qui avaient des initiatives pour aller effectivement soutenir les déplacés internes, on l'ont converti ou l'ont réorienté vers les questions de lutte contre la maladie à coronavirus. On sait que le Sahel, la région du Sahel était une préoccupation, principalement la province du Soum, Djibo, qui était en situation très difficile sur le plan de l'insécurité, donc le terrorisme. Voilà, et même pendant cette crise donc, de la Covid-19, on a vu que la ville a été coupée pratiquement, il faut le dire ainsi. Il y a eu des attaques sporadiques, mais disons que avec cette pandémie de la Covid-19, on parle plus de cette pandémie, mais le côté sécurité, on n'en parle presque pas. Dès l'avènement de la maladie, la sécurité a été délaissée. Ils ont misé beaucoup plus sur la maladie en laissant la sécurité. Même si on va voir, par exemple, les couvre-feux, les agents de la sécurité veulent sortir, mais il n'y a pas de moyens adéquats pour sortir faire leur couvre-feu. C'est vrai qu'il peut y avoir un travail au niveau donc, de l'exécutif, au niveau donc, du gouvernement, mais ce n'est pas forcément constatable au niveau des populations.
Comme les ambassadeurs de la salaire de Madame Songa, coronavirus, la sécurité en capilloté, on a gagné un salaire de 8 ans, en sécurité. Il y en a un important en sécurité, coronavirus. On a le coronavirus, on a ni plus de la quoi. Un man a essayé la raison du Nord. La Burkina Faso pour Soka, ne m'a qui veut tout pire à cause de tolérisme. À moins de gagner un kanga, quand on se met à Winnie, la tolérisme est à Winnie, la tournée à mi pas. La moyenne de ni moyen vous avez les territoires de Wallah et Yane. Le Tchad, par exemple, a pris l'initiative de dire bon, ok, je suis d'accord, il n'y a pas de problème. Vous contribuez pour le coronavirus. Si vous avez une enveloppe pour le coronavirus, vous avez une deuxième enveloppe pour la lutte contre le terrorisme. 2 enveloppes. D'accord. Alors, un petit problème donc technique. On va donc y aller directement. On sait qu'au premier soir déjà du couvre-feu, il y a une vieille du côté du quartier Tanguin, voilà, qui a subi un viol déjà au premier soir. Et depuis lors, il y a eu donc beaucoup de cambriolages, surtout dans les quartiers périphériques. Alors, est-ce qu'on peut dire que le Covid-19, ou c'est la mesure de couvre-feu qui est venue accentuer donc cette difficulté qu'ont les populations avec les bandits? On va commencer avec vous, commissaire Palinfo. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, vous savez, en matière de sécurité, les risques zéro n'existent pas. C'est ce qu'il faut comprendre. Mais maintenant, moi, j'aurais voulu que... Parce que nous analysons en fonction des statistiques, en fait. Et si on prend, en fait, une année de référence et une période de référence, antérieure en fait à la mesure de couvre-feu, et maintenant après le couvre-feu, on essaie de faire une étude comparative pour voir est-ce qu'il y a eu hausse ou il y a eu baisse. C'est ça. Voilà, donc quand moi je vois, c'est des cas isolés. Et nous qui recevons généralement des personnes, nous recevons tous les jours des cas comme ça. Mais on n'en parle pas, peut-être pas. Et donc, ici, comme les médias se sont beaucoup plus intéressés sur la question, ça fait que tout ce qui arrive est vite repris et l'information passe plus vite. Mais à contrario aussi, il faut le dire que le couvre-feu aussi a permis réellement d'interpeller pas mal de bandits. Okay. Parce que, et c'est en cela, moi j'insiste sur la responsabilité de la population quant au respect des mesures édictées par l'autorité. Parce que la raison d'être du couvre-feu, en fait, c'est de limiter les va-et-vient. Et quand les va-et-vient, la population comprend et qu'elle accepte et respecte la mesure, ça fait que les intrus qu'on verra, très vite, s'ils n'ont pas de justification, ça permet à la force publique d'agir plus promptement et d'éviter ces genres de situations. Mais par exemple, pour la vieille qui, au soir donc, de la mise en œuvre de cette mesure-là, a subi le viol, c'est peut-être aussi parce que les gens étaient déjà rentrés, les gens n'étaient pas au dehors, et la vieille, donc, on dit qu'elle était même avec sa petite fille. Une gamine de rien du tout. Donc ça veut dire que si les gens étaient dehors, peut-être que ça n'arriverait pas. C'est peut-être aussi parce que les gens étaient déjà rentrés. Donc pour les populations, en tout cas les gens qui relaient l'information, c'est peut-être aussi parce qu'il y a cette mesure de couvre-feu que les brigands en profitent. Il y en a qui disent qu'ils n'avaient jamais été cambriolés avant cette mesure de couvre-feu. On a reçu un témoignage donc, à travers notre page Facebook, quelqu'un qui dit qu'il a été cambriolé 2 fois durant cette période de couvre-feu alors qu'il n'avait jamais été cambriolé auparavant. Ben, c'est subjectif ça. Oui. Peut-être qu'il y a des gens qui ont été cambriolés 3 fois avant le couvre-feu. C'est ça. C'est subjectif tout ça. Okay. Et quand on est dans le subjectivisme, pardon, il nous est difficile quand même d'avoir une analyse objective. Ce que moi je veux, c'est l'analyse objective. Et l'indicateur pour pousser notre analyse, en fait, ce sont les statistiques. On connaît chaque année le ministère de la Sécurité, la Direction générale de la police, l'état-major de la gendarmerie produit, chaque entité produit des statistiques sur les viols, sur, si vous voulez, les cambriolages, sur tout. Et à la fin de l'année, on peut revenir et interroger les statistiques et les comparer. On verra si réellement les mesures ont eu un effet positif ou un effet négatif. Ce qui est arrivé, c'est très dommage parce que le viol, déjà, c'est immoral, en plus d'être illégal. Mais s'en prendre aussi à une vieille personne, réellement, on a le droit de se demander est-ce que celui qui a posé cet acte-là n'a pas un problème psychologique. Parce que aller violer une vieille dame, peut-être quelqu'un qui a l'âge de ta maman, il faut
avoir mentalement des problèmes pour le faire. Voilà. D'accord. Donc, on comprend que pour le moment, on n'a pas donc des statistiques pour pouvoir comparer. Alors, je vais me tourner vers vous, M. Houlon. De votre analyse empirique comme ça, est-ce que vous pouvez nous dire votre avis sur cette mesure de couvre-feu? Parce qu'il y a de plus en plus de voix qui se disent que c'est le moment pour les brigands d'agir. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, a priori, je suis d'avis qu'il ne faut pas tomber un peu dans cette facilité à faire le lien avec le couvre-feu. Quoique c'est un élément à prendre en compte parce qu'on se dit que s'il y a mesure de couvre-feu, à mon avis, l'élément qu'il faudrait voir, c'est de se dire qu'il y a des mesures pour faire appliquer en fait cette mesure-là. Or, il se trouve aujourd'hui, le problème que moi je vois dans le cas de Ouagadougou, principalement, si on décrète un couvre-feu, c'est que les gens doivent rester chez eux et qu'il y a des forces de sécurité qui patrouillent pour faire respecter en fait cette mesure-là. La question est de savoir est-ce qu'on a suffisamment d'éléments pour pouvoir faire les patrouilles au regard déjà des défis sécuritaires qu'on a à l'intérieur du pays. Donc je pense qu'il y a peut-être cette réalité aussi, peut-être qui pourrait expliquer, quoique effectivement je suis d'avis avec le commissaire Palenfo, qu'a priori on ne peut pas dire que c'est parce qu'il y a le couvre-feu qu'il y a eu peut-être le viol de la vieille ou qu'il y a eu des cambriolages. Voilà. Sinon, avant, peut-être qu'il y a des gens qui ont été victimes et en l'absence de statistiques, effectivement, on ne pourrait pas être dans cette logique. Sinon, ce serait très facile de pouvoir faire le lien avec le couvre-feu. Mais moi, le lien que je vois, c'est de se dire que oui, on a décrété le couvre-feu. Ça rajoute en fait du travail supplémentaire aux forces de sécurité qui doivent faire des patrouilles. Est-ce que déjà au regard de ce qui se pose comme défi sécuritaire, est-ce qu'on a suffisamment d'hommes pour patrouiller dans les moindres coins de la ville de Ouagadougou pour faire appliquer en fait les mesures de couvre-feu? Est-ce qu'on a les moyens de faire de telle sorte que dans chaque coin de la rue ou au moins en tout cas dans les grands axes, on puisse patrouiller, quadriller la ville de telle sorte que les bandits ou les malfrats qui vont s'aventurer estimer que les honnêtes citoyens sont chez eux, ils vont profiter. C'est des gens, a priori, on se dit, ils ont peut-être une chance sur deux d'être pris. Bon, maintenant, si ça arrive, qu'il y a un peu cette fréquence, sinon les témoignages, effectivement, on peut en avoir à l'appel. Mais de se dire que peut-être ça pose aussi le problème de l'application en fait, de cette mesure-là et de se dire que bon, peut-être les forces de sécurité, il y a tellement de demandes, il y a tellement de besoins, il y a tellement de travail que peut-être qu'il y a des coins qui ne sont pas suffisamment cadrés, qui ne sont pas suffisamment surveillés. Ce sont des hypothèses, je ne suis pas catégorique là-dessus, mais je dis c'est l'idée que je vois à travers peut-être cette impression d'augmentation en fait de ces genres d'infractions dans les villes comme Ouagadougou. Sinon ailleurs, comme on l'a dit à l'entrée, les gens ont d'autres préoccupations quand ils quittent leur village, quand ils abandonnent tout en plein jour pour pouvoir revenir. Donc peut-être à suivre, pour eux, nous on est encore dans le luxe quoi, et que bon, ils ont d'autres soucis beaucoup plus sérieux que peut-être nos questions de cambriolage de kiosques et autres. Oui. C'est juste, tout à fait. En tout cas, vous le faites très bien. Vous soulignez donc que ça vient des populations et même il y a des confrères qui sont allés constater de visu. Nous-mêmes avons constaté du côté de Yarma 2 cambriolages. Voilà, et puis je rappelle qu'autour du 6 avril, déjà, nos confrères de Wakatsera parlaient de 3 boutiques qui ont été cambriolées, dont une par 2 fois à Bassinko, donc de l'argent, bouteilles de gaz et autres. Donc, ça vient des populations qui, en tout cas de leurs observations, estiment que c'est lié donc, à cette mesure-là. Alors, dites-nous, M. Bado, hein, quelle est l'analyse que vous en faites? L'analyse qu'on peut faire déjà, c'est que pendant cette période, effectivement, il y a eu beaucoup de cas de violation des droits humains. Vous avez cité donc les cas de viol, vous avez cité les cas de cambriolage, mais il y a eu aussi les cas de torture. Le cas de bastonnade donc des citoyens appréhendés pendant donc, le couvre-feu. Alors, ce que nous disons déjà au niveau du mouvement, c'est d'encourager effectivement donc, les citoyens à respecter donc, les mesures barrières d'abord, et également donc, le couvre-feu, qui en réalité sont mises en œuvre pour effectivement, donc, préserver effectivement, donc, les citoyens de la maladie. Mais nous disons également donc, au niveau effectivement, donc, des forces de sécurité que ce n'est pas la meilleure méthode. Les bastonnades et les tortures ne sont pas la meilleure méthode effectivement, donc, pour faire respecter le couvre-feu. Oui. Parce que la loi en elle-même définit effectivement donc les mesures qu'il faut prendre effectivement donc pour faire respecter ce couvre-feu, que ce soit donc le code de la santé, que ce soit donc bien d'autres textes tels que comment on appelle ça, le code pénal. Oui. Il y a effectivement donc des mesures qui doivent être prises pour faire respecter le couvre-feu. C'est ça. Et en dehors de ça, vous avez pris donc les cas de cambriolage. Je pense que c'est les citoyens qui témoignent.
et qui témoignent, c'est des citoyens qui généralement n'ont pas subi de cambriolage, mais qui dans cette période ont subi donc ce genre de cambriolage. Donc je pense que c'est des témoignages qu'on peut prendre en compte en attendant effectivement donc d'avoir peut-être des statistiques à la fin. Ce qu'il faut dire déjà, c'est que, comment on appelle... c'est vrai que vous êtes sensible aux tortures, on peut les appeler comme ça, qu'il y a eu. Donc, au début donc, de la mise en œuvre de cette mesure-là, mais très vite ça s'est corrigé parce qu'après il y a eu la sortie donc, du procureur du Faso, et du CSM par la suite. Exactement, voilà. c'est ça. Nous pensons effectivement donc, que par la suite les choses sont rentrées dans l'ordre et je pense que c'est cet esprit-là qu'il faut avoir. Oui. Et comme l'a dit l'MBHP dans sa déclaration, ce n'est pas toutes les forces de l'ordre. Le MBHP a tenu effectivement donc à encourager les éléments des forces de l'ordre qui agissent sur le terrain avec professionnalisme. Et donc, c'est quelques éléments effectivement donc, qui tombent souvent dans ça et nous disons effectivement donc, que ce n'est pas la meilleure méthode. Et vous avez suivi qu'il y a parfois mort d'hommes et c'est vraiment déplorable. Oui. Voilà. Tout à fait. Alors, M. Nana, alors dites-nous, quelle est votre analyse de cette question? Couvre-feu, augmentation des cambriolages, du brigandage ou il n'y a pas de lien? Mais écoutez, c'est tout le paradoxe burkinabé. Hein. Au-delà des statistiques ou de la lecture technique que le commissaire est en train de faire, nous sommes des hommes de terrain, nous agissons sur le terrain, et ça pose en même temps le problème de l'opportunité et de l'efficacité du couvre-feu. Effectivement, le couvre-feu a été institué par les plus hautes autorités de ce pays. Mais si nous regardons au niveau des quartiers périphériques, au regard des informations que nous avons à partir de nos comités de base, effectivement, il y a un regain de la violence ou de cambriolage au niveau des quartiers périphériques de Ouagadougou. C'est toute la question que nous nous posons. Pourquoi c'est au moment où l'État décrète le couvre-feu pour limiter les attroupements et autres dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 que cette question de violence, de vol, d'attaque armée, je vous préviens, armée même, il y en a dans tous les quartiers de Ouagadougou actuellement. Pourquoi c'est en ce moment qu'effectivement ce phénomène-là est en train de prendre de l'ampleur? Donc ça pose du coup le problème de l'opportunité ou de l'efficacité du couvre-feu aujourd'hui. Moi personnellement, en âme et conscience, quand je regarde, je fais une analyse personnelle, je me demande, c'est vrai que le couvre-feu peut contribue effectivement à la lutte contre la Covid-19. Mais je me dis qu'à l'instant T, pour le Burkina Faso, je ne remets pas en cause effectivement cette décision, mais je me demande si c'est opportun à l'instant, au moment où on a ouvert les marchés. Aujourd'hui, il suffit de prendre la circulation Charles de Gaulle, de rentrer au centre-ville et voir le comportement des Burkinabés aujourd'hui par rapport à cette question de la maladie. Les gens ne croient plus. Et c'est tout le problème. Et aujourd'hui, on dit aux Burkinabés de sortir de 4h jusqu'à 21h. Mais c'est quoi ils ne peuvent pas faire? Ce qu'ils peuvent faire de 4h à 21h, ce qu'ils peuvent faire de 21h à 4h du matin, ils l'ont déjà fait. Oui. De 4h à 21h. Mais à ce moment, les maquis sont fermés aussi. Non, mais écoutez, les maquis, c'est vrai que les maquis, effectivement, contribuent au développement de la maladie. Mais aujourd'hui, de façon personnelle, je me demande si cette question de couvre-feu-là, surtout avec ce qui vient de dire les effectifs de nos FDS, ils sont appelés partout. Ils sont au front, ils sont au niveau des administrations, ils sont au niveau des points stratégiques du pays et ils sont en nombre insuffisant aujourd'hui pour quadriller Ouagadougou, Bobo-Dioulasso et puis les autres grandes villes. Ouais. C'est pratiquement impossible. Donc il faut reposer la question parce qu'effectivement, quand nous allons avoir toutes les statistiques, vous allez voir que c'est quand même difficile pour un pays comme le Burkina Faso, au moment où on a décrété un couvre-feu, que les cambriolages ou les attaques armées sont en train de prendre de l'ampleur. D'accord. Donc, nous avons nos hommes sur le terrain qui nous remontent. Et j'ai vu, comment dirais-je,
un groupe Kolwego Oui. qui a dit sur les ondes que effectivement le couvre-feu les empêche aujourd'hui de limiter les vols et autres attaques. De traquer les voleurs. Ou de traquer les voleurs, parce qu'eux-mêmes, ils ne peuvent pas sortir. Pendant que les voleurs ont le courage, ils savent que les forces de défense et de sécurité, c'est les grands axes, c'est les voies bitumées, ils ne rentrent pas dans les quartiers. Donc si vous allez à 23 h aujourd'hui dans les quartiers périphériques, vous allez constater que beaucoup les gens sont dehors, ils sont en train de tout faire. Donc ça pose la question de l'incivisme et de l'efficacité du couvre-feu. D'accord. Alors, dites-moi, commissaire Palinfo, c'est vrai qu'on a vu qu'il y a eu 2000 interpellations durant cette période de couvre-feu. C'était la semaine dernière qu'on a eu ces statistiques-là. Est-ce que vous avez les hommes qu'il faut? Vous avez assez d'hommes pour pouvoir quadriller correctement la ville de Ouagadougou? Assez d'hommes, on n'en a jamais assez. Oui. Les hommes, on n'en a jamais assez. Parce que, comme je l'ai dit, la sécurité, il y a des normes. Oui. La norme à l'international veut que pour 400 habitants, on ait un agent de sécurité. Oui. Au Burkina, nous n'avons pas encore atteint ce taux-là. Oui. Voilà. D'où la nécessité réellement de repenser notre système. J'ai aimé toutes les préoccupations que M. Nana a soulevées. Il soulève le problème, mais en fait, il jette la balle sur l'autorité, sur le gouvernement essentiellement. Et alors qu'on ne va pas réussir si on met tout sur le gouvernement. Non, il y a les Burkinabés, ceux qui sortent, ce n'est pas le gouvernement, ceux qui sortent pour attaquer. Vous aurez l'occasion de réagir, M. Nana. Ok, vous allez réagir. Donc, voilà, j'ai vu l'interpellation sur la mesure. Moi, je vois les choses de façon globale. Parce que je vous ai dit, la sécurité, c'est un système. Qui dit système, dit ensemble d'acteurs en interaction et qui sont interdépendants les uns des autres. Est-ce que vous voyez? Donc, si on prend la sécurité en tant que système, s'il y a un maillon qui lâche, c'est tout le système qui s'écroule. Voilà. Et quand je parle, aujourd'hui, l'autorité a sa part de responsabilité. Les forces de défense et de sécurité ont leur part de responsabilité. La population aussi a sa part de responsabilité. C'est ça. Et c'est cet ensemble-là qui forme le système de sécurité. Ce sont les acteurs qui composent le système de sécurité. Et aujourd'hui, quand on voit la mesure, peut-être qu'il y a eu pas mal de quiproquos, ça peut être dans l'action gouvernementale. Et quant aux effectifs, nous, je vous réponds honnêtement, il n'y a pas ce pays où les forces de l'ordre ont suffi. Tout dépend de comment on s'organise en tant qu'État, en fonction de nos réalités, en fonction des moyens dont on dispose, moyens matériels et moyens financiers et moyens humains, et en fonction des objectifs que nous visons. Et je vais faire peut-être je vais m'attarder un peu, parce que j'ai vu quand vous donnez les témoignages, quand moi j'essaie de faire une localisation géographique de là où vous donnez les témoignages, ce sont des zones qui sont reconnues criminogènes. Ce sont les zones, moi en tant que, quand vous me dites Yagma, oui. Vous vous rappelez, c'est lui qui recrutait les terroristes. Oui. Il a été abattu où? C'est dans cette zone-là. Donc ça veut dire que c'est une zone qui a des précédents. Voilà. Et la plupart des quartiers périphériques ont ce problème. C'est ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup de quartiers périphériques qui ont été touchés. Oui. Avec l'évolution, la ville a grandi. Ouagadougou, ce n'était pas comme ça avant. Oui. Et chaque jour, en fait, la ville s'agrandit. C'est un peu la même chose pour les autres provinces. Mais en fait, le maillage à Ouagadougou n'a pas changé énormément. Voilà, nous, on est toujours dans une situation où, par exemple, je prends le cas de la police, où on a un commissariat central et je prends 5 ou 6 commissariats qui sont tout autour de Ouagadougou. Mais est-ce que ces commissariats-là, leur rayon d'action a augmenté du jour au lendemain? Ce qui fait que les délais d'intervention sont devenus plus longs. Alors que le principe veut une police proche de la population. Une police proche de la population suppose des services qui sont à côté, des services qui ne sont pas éloignés, des services qui ne sont pas beaucoup en centre-ville. Donc ça, c'est un problème, premier problème. Le second problème, et ça c'est du côté de la population, c'est qu'il y a, moi je le dis, peut-être, je sens en fait une faiblesse d'engagement de la population. Pour beaucoup, et quelle que soit la plupart de nos études, quand on interroge les gens, quand tu leur parles de sécurité, ils disent que c'est l'affaire des forces de défense et de sécurité. Là, je suis désolé. La sécurité, avant, s'organisait
à partir du haut. Mais aujourd'hui, la sécurité s'organise à partir du bas. Et ça, je pense que M. Nana va être d'accord avec vous. Je suis très content d'entendre le commissaire parler. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons des motifs de satisfaction. Si aujourd'hui, nous avons pris ce risque d'inviter les gens à s'organiser pour résister face aux différents maux. Les différents maux, c'est quoi? Il y a le terrorisme, et même le Covid-19 fait partie, effectivement, de ces risques. Donc, la résistance s'entend, résistance contre le terrorisme, contre les maladies, contre la corruption, contre tous les fléaux qui peuvent effectivement entamer la marche radieuse de ce pays-là. Donc, je suis très content que ce point de vue vienne d'un commissaire, parce qu'aujourd'hui, quand nous lancions le mouvement de résistance populaire, qui aujourd'hui, il y a eu un maillage total du territoire national, quand nous lancions ce mouvement en octobre 2019, qu'est-ce que nous n'avons pas entendu? Les gens croyaient qu'on avait lancé ce mouvement pour défendre ce régime, J'ai dit non, nous ne sommes pas là pour un régime, nous ne sommes pas là pour un parti politique, nous n'avons pas de couleur politique. Nous avons pris ce risque de lancer ce mouvement patriotique pour défendre notre territoire, qui est la terre de nos ancêtres, qui est la terre de Thomas Sankara, de Blaise Compaoré, de Lamizana, de Seyi Zerbo, de Jean-Baptiste Ouedraogo et de Maurice Yameogo. Nous avons pris ce risque. Et quand nous partions à Kongossi, aucune autorité, aucun système sécuritaire n'était en place à Kongossi. C'était la débandade totale où on a enregistré en 48 heures plus de 40 000 déplacés. Imaginez, sans assistance physique ou morale. Nous avons pris ces risques. Et aujourd'hui, si le président du Faso, effectivement, est intervenu un mois après et qu'aujourd'hui, cela est une réalité dans toutes les provinces du BAM. Aujourd'hui, ce qui fait la fierté du Burkina Faso et ce qui fait que nous sommes aujourd'hui, ce soir, en train de mener ce débat en sécurité, c'est parce que simplement cet appel patriotique-là a été entendu. Non seulement par le mouvement de résistance populaire, et ensuite par l'appel du président du Faso. C'est ça. Il n'y a pas un village aujourd'hui qui n'a pas de mouvement de résistance. Mais malheureusement, donc, sous le contrôle et l'encadrement technique, je le précise, des forces de défense et de sécurité. D'accord. Alors, on va permettre à... Je suis fier d'entendre ce qu'il est en train d'avancer. C'est ça. On va permettre au commissaire donc de terminer son propos, oui. Voilà. Comme je le disais, en fait, moi, actuellement, je suis en train de travailler sur une théorie que j'ai appelée la théorie des 3 piliers en fait, de la sécurité. Peut-être que j'aurai l'occasion de revenir là-dessus. Oui. Ce que moi j'appelle la sécurité par moi, la sécurité par nous et la sécurité pour nous. Est-ce que je ne sais pas si vous me comprenez dans la théorie. Je pense d'abord, la sécurité, ça commence par moi-même. D'abord. Si je construis une maison, si je ne mets pas de porte, si je ne mets pas une clôture, est-ce que l'État peut empêcher un délinquant de me voler? Ça, c'est la question. Ça veut dire que moi-même, quand je construis une maison, je prends des garanties pour me mettre en sécurité. C'est ce que nous appelons la prévention situationnelle. Il y a aussi, en fait, après ça, quand je dis la sécurité par nous, je parle de nous en tant que communauté. Vous êtes dans une localité, vous avez des voisins. Mais aujourd'hui, au Burkina, les gens habitent ensemble, ils ne se connaissent pas. Ça pose problème. Alors que le voisinage, en fait, c'est comme un contrat à titre honoré. Je veille sur toi, tu veilles sur moi. Et pour faire ça, il faut d'abord qu'on se parle. Mais dans beaucoup de quartiers, les gens à peine savent qui sont leurs voisins. Ça, il y a un sérieux problème. Au niveau communautaire, dans les quartiers, la résilience n'est pas organisée. C'est l'effritement des valeurs africaines. Voilà. On va y revenir, je pense. Certainement. Et alors, enfin, la sécurité pour nous, c'est la sécurité de l'État. Ça vient en appui aux 2 autres piliers. Donc, si on est organisé comme ça, vous allez comprendre que ça va permettre quand même de minimiser un certain nombre de... Effectivement, pour renforcer ce qu'il a dit, la sécurité pour moi, ça veut dire quoi? Effectivement, si aujourd'hui, à 22h, quelqu'un vient te braquer dans ta propre cour, tu ne vas pas dire « Oh, la sécurité nationale est du ressort de l'État. Donc, j'attends à ce que l'État intervienne pour faire sortir le voleur. » Tu te débats d'abord pour faire sortir le voleur, les voisins vont venir et ensuite, la force publique va venir. D'accord. Alors, on a bien compris, vous êtes d'accord sur un certain nombre de points. Je vais permettre donc aux autres également de réagir. Monsieur Oulon, alors, il faut dire que la ville de Djibo a été un temps coupée du reste du pays.
c'était assez critique à telle enseigne donc qu'il a fallu un convoi militaire pour ravitailler donc la ville en différentes denrées. Est-ce que c'est parce qu'on avait le regard tourné complètement vers le Covid-19 que les terroristes en ont profité? Quelle analyse est-ce que vous faites de cela? Non, je pense que la situation catastrophique à Djibo est bien antérieure à la Covid. Oui. C'est juste que la Covid est venue éclipser en fait la situation de cette ville. Sinon, le fait que c'était déjà pratiquement une ville en fait inaccessible, une ville difficile avec son lot en fait d'attaques, d'actes d'insécurité, ça ce sont des réalités qui sont là. À Djibo, je crois pratiquement le palais de justice qui a été fermé depuis n'a plus réouvert. C'est à partir de Ouagadougou que les gens travaillent. Les écoles sont fermées. Sur les 9 communes de la province, il n'y a que la ville de Djibo. Et même dans la ville de Djibo, quand on voit les actes qui se passent avec des assassinats ciblés, des menaces, ça veut dire qu'on a perdu le contrôle de cette localité. La Covid est venue éclipser. C'est vrai qu'il y a eu des blocus. Vous l'avez dit qu'il y a quelques jours. Je pense que sous réserve peut-être d'informations vraiment actualisées, la situation n'a pas pratiquement évolué parce qu'il y a eu des journalistes qui sont allés dans la localité escortés. Oui, on prend un témoignage en ligne et on revient à vous. Non, juste, on a déjà quelqu'un en ligne qui nous appelle le Dori. Alors, je souligne donc... oui, c'est ça, c'est ça. Mais n'empêche que c'est un témoignage qui nous permet d'avoir un éclairage donc, sur toute la zone. Alors, il nous a dit clairement que ça ne le gênait pas du tout de témoigner à visage découvert ou que l'on dise qui il est. Mais nous avons pris sur nous de ne pas dévoiler son identité, voilà, afin d'essayer de le préserver à notre niveau. Donc, bonsoir, cher monsieur. Oui, bonsoir. Oui, comment allez-vous? Oui, je me porte bien. D'accord. Alors, vous nous appelez de Dori, c'est bien cela? Oui, exactement. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la situation sécuritaire sur place? Bien. En tout cas, pour peu que je sache, au début de la crise de Covid-19, on a eu comme un vent d'espoir. Il y avait un recul d'attaques ciblées, des attaques djihadistes. Mais depuis quelques jours, on voit une recrudescence de ces attaques-là. Oui. Et donc, la population est vraiment perturbée et elle ne sait plus à quel sein se vouer. Non seulement au niveau des terroristes, on attaque tous les jours, et même au niveau des FDS, il n'y a plus cette confiance entre FDS et population. Ah bon? Parce que je peux vous donner un exemple. Dans la commune de Seba, dans la ville même de Seba, il y a un jeune qui est enlevé par les FDS, si on peut s'exprimer ainsi. Et jusque-là, sa famille ne sait pas où il se trouve. Et c'est plus d'un mois de cela. Ouais, et il n'y a pas longtemps également, dans cette même semaine, il y a eu des assassinats ciblés au niveau de Bambofa, dans un village situé dans la commune de Dori. Pas des FDS. Ce sont des terroristes. Je n'en sais rien. Ce sont des complices de terroristes. Je ne peux non plus vous le confirmer. Donc on ne sait pas qui a fait ces assassinats-là. Il y a une communication de la part des FDS pour rassurer la population. Si ces gens-là, il s'avère que ce sont des complices ou des terroristes, personne ne dira quelque chose. C'est des gens à abattre. Mais tu es prêt à venir récupérer des gens devant leur famille, aller les assassiner sans dire mot. Honnêtement, ça ne peut que créer encore davantage le fossé. C'est difficile de collaborer dans ces conditions. Donc c'est ce que nous vivons actuellement dans la commune de Dori et même dans toute la région du Sahel. D'accord. Alors, vous avez dit tantôt que quand la maladie a commencé, il y a eu une certaine accalmie. Voilà, mais c'est reparti actuellement. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un lien? La pandémie coronavirus, en tout cas, on avait ressenti comme si les terroristes eux-mêmes observaient un peu comment les choses allaient se dérouler. Mais depuis quelques jours, je vous assure que les choses ont repris de fort belle manière, je dirais. D'accord. Est-ce que vous établissez un lien entre justement la gestion de la maladie et les attaques qui sont reparties de plus belle à Dori? Bon, un lien direct comme ça, c'est difficile. Mais je dirais tout simplement que, en tout cas, il y a lieu de revoir certaines mesures. Il y a lieu de revoir
les mesures restrictives parce que, à mon humble avis, ça ne change à rien. Les terroristes, vous voulez parler des couvre-feux? Les couvre-feux, exactement. Oui. Les couvre-feux, vous prenez l'exemple, même avant-hier nuit, on a pris des voleurs un peu partout dans la ville de Dori. J'ai moi-même un de mes amis qui a été victime d'un vol. À 2h du matin, imaginez le couvre-feu, il sert à quoi exactement? Chaque nuit, il y a des voleurs qui sont pris dans la ville de Dori. Chaque nuit que Dieu fait. Il y a des voleurs qui sont pris dans la ville de Dori. Et il y a même des témoignages. Les gens postent sur les réseaux sociaux. Et finalement, à quoi ça sert ce couvre-feu? Et si ce couvre-feu est instauré à cause de la pandémie à coronavirus, dites-nous, est-ce que ce virus-là, il ne tourne pas dans la nuit? Ou c'est uniquement dans la nuit qu'il tourne? Donc il y a lieu de se poser certaines questions, quoi. D'accord, donc c'est votre cri de cœur venant de Dori. Vous souhaitez donc qu'on lève la mesure de couvre-feu. Et j'ai cru comprendre donc que vous voulez également qu'il y ait un mouvement populaire de soutien pour lutter contre le terrorisme, autant qu'il y a ce mouvement-là pour lutter contre le Covid-19. Je suis parfaitement de cet avis. Il y a pas mal d'actions qui ont été posées par la société civile, les ONG, la commune. Au niveau du gouvernorat, il y a eu un comité qui a été mis en place pour sensibiliser et lutter contre cette pandémie. Oui. Dans la commune de Dori également, le maire a mis en place un fonds communal de soutien à la population pour lutter contre le Covid-19. Et nous-mêmes, au niveau de la société civile, nous faisons pas mal de sensibilisation. Donc, c'est un peu notre devoir. Et c'est de la même façon également qu'on veut lutter contre le terrorisme. D'accord. Mais nous estimons que pour lutter contre le terrorisme, on ne peut pas uniquement posséder par des armes. D'accord. Voilà, parce qu'il faut se poser des questions. Il y en a peut-être qui collaborent avec le terrorisme, mais parce qu'ils n'ont pas le choix. C'est fort possible. Donc on ne peut pas prendre des gens comme ça et aller les abattre. Il faut investiguer, quoi. Il faut trouver vraiment des stratégies pour mener des investigations avant d'abattre ces gens. D'accord, on a bien compris cela, mais on note donc que vous ne savez pas qui a abattu ces gens-là, on est bien d'accord. Vous ne savez pas, c'est bien cela. Exactement, on ne peut pas dire exactement qui les a abattus, mais en tout cas, selon certaines rumeurs, il paraît que c'est des vestes. On va occulter les rumeurs. En tout cas, merci beaucoup pour votre témoignage. Je vous en prie. Voilà, merci grandement. Alors, Monsieur Houlon, je vous ai arraché la parole tantôt. Oui, alors déjà, vous pouvez réagir par rapport à ce témoignage. Non, je pense qu'il met le doigt, il a dit quelque chose de très important, la question de la confiance de la population. Je pense que depuis 2015 et ces dernières années quand même, on a suffisamment de témoignages, de faits qui indexent les forces de défense et de sécurité. Je pense qu'on est loisible de dire, en fait, dans tous les pays du monde, les dérapages, les bavures, ça peut exister et ça existe. Nous, dans notre cas, en fait, je pense que ce qu'on ne fait pas et que je déplore, c'est que toutes les fois, en fait, ces situations-là se sont posées, des accusations de ce genre. Je pense qu'on n'a pas accordé, en fait, l'attention nécessaire. Parce que, comme on l'a dit, le terrorisme ou la question de la sécurité, ça se gagne aussi par le cœur des populations. Parce que vous voulez que les gens collaborent, vous voulez que les gens vous donnent des informations. Si les gens ne vous font pas confiance, c'est difficile. Donc il faut travailler à créer la confiance. Et chaque fois qu'un Burkinabé se plaint des agissements de tous ceux qui sont dépositaires de la force publique, je pense que ça ne coûte rien d'accorder l'attention nécessaire, d'ouvrir une enquête, de sanctionner s'il y a lieu, de blanchir les gens s'il y a lieu. Et ça permet aussi aux gens d'avoir un tout petit peu un sentiment de justice dans un État. Je prends l'exemple des États-Unis où vous avez les violences policières. Je me suis amusé à voir les statistiques. Aux États-Unis, presque chaque jour, la police tue à peu près 2 personnes. Et généralement, ce sont des Noirs. Vous avez vu la question raciale, c'est très crucial là-bas. Mais toutes les fois, il y a toujours eu une enquête ouverte. Le policier tireur peut être blanchi, il peut être condamné. Ça crée un sentiment quand même d'appartenance à une communauté. Ça crée un sentiment de justice. Et les gens peuvent croire au système qui est en place. Mais je crois qu'au Burkina, depuis 2015, on peut dire oui, c'est une action isolée, oui. Bon, Dori, le monsieur tout à l'heure vient de témoigner. Un peu partout. Je crois que l'actualité toute fraîche, c'est à Fada. C'est ça. C'est vrai, on a eu le communiqué du procureur. Vous avez une structure de la société civile qui dit oui, c'est pas comme cela. Je pense que le minimum qu'on puisse faire, c'est de créer les conditions pour que les gens puissent avoir un minimum de confiance, de bonne foi
au système en fait qui est là. C'est ça. Tout n'est peut-être pas exact par rapport des deux côtés, mais il faut qu'on fasse de telle sorte que quand même les gens puissent avoir confiance et pouvoir collaborer. Sinon, vous voyez, vous avez tenté de recadrer, mais les gens on dit oui, ce sont des rumeurs, les gens disent ce sont des FDS qui ont été enlevés. Quoique, dans cette situation, n'importe qui peut s'habiller d'une tenue militaire, aller procéder à des enlèvements, et puis faire... Donc c'est dit, dans l'intérêt même des forces de défense et de sécurité, et même de l'autorité, qu'on crée les conditions quand même pour, en quelque sorte, créer la confiance et dire aux gens, dans ce cas-ci, il y avait peut-être erreur. Dans ce cas-ci, oui, il y a eu bavure. Dans ce cas-ci, est-ce qu'on n'aurait pas pu faire comme cela? Et je pense qu'on peut continuer les exemples à l'appel de par le monde où on a toujours eu ces situations-là, mais on fait de telle sorte que quand même, on puisse apaiser les cœurs des gens et faire de telle sorte que les gens puissent avoir confiance. Parce que le risque, maintenant, en fait, c'est que c'est quoi? Quand le fossé se creuse, on glisse doucement vers vraiment un effritement du tissu social et avec des accusations de questions identitaires et on ne s'en sortira pas. Donc il faudrait prendre les choses. Moi, tout ce que je peux dire, c'est de dire, il y a eu Irgou, il y a eu Kan, il y a eu Barka, il ne faut pas balayer du revers de la main. Il faut accorder l'attention, écouter les gens et on a toujours tout faux. Quand quelqu'un se plaint, il faut toujours écouter. Et je pense que, par exemple, le monsieur a appelé, il s'est défoulé. Et même les psychologues diront que ça permet de stresser. Il ne faut pas empêcher les gens de s'exprimer. Quoique, il faut respecter les barrières. Et ça permet quand même de... Parce qu'on est tous d'accord, la question militaire ne pourra pas résoudre ce problème-là. Parce qu'après tout, à un moment donné, il faudrait trouver la solution et dire que, bon, comment on fait pour revivre ensemble, comment on fait pour recoller les morceaux. Et c'est pour cela, je pense qu'au niveau de l'État, on doit faire des efforts pour accorder une attention en fait, particulière à ces accusations-là, ça et là, qui pourrissent inutilement la vie, qui compliquent davantage la situation. Voilà. Pour les FDS sur le terrain. Et même pour l'ensemble du pays. Voilà, Quand on a des accusations graves de ce genre, je pense que vraiment, on fait tout faux. C'est vraiment, on fait tout faux de nier ou bien de vouloir balayer du revers de la main et dire oui, bon, on est formé, on est ceci. Oui, bon, on est tous conscients qu'en tant que FDS, avec la pression, avec la charge de travail, avec la charge psychologique, parce que quand vous avez votre promotionnaire, vous avez votre collègue avec qui vous patrouillez, vous travaillez, qui du jour au lendemain, qui trépasse peut-être dans vos bras, vous n'imaginez pas la charge que aussi, on peut avoir la gâchette facile. C'est ça. Il appartient à l'État de créer les conditions, de préparer psychologiquement les gens aussi pour pouvoir faire le travail. Exactement. C'est tout un, je crois que c'est tout un ensemble qu'il faudrait, à mon avis, vraiment prendre les choses à main et se dire qu'il ne faudrait pas surtout vraiment chaque fois balayer du revers de la main. On va essayer d'approfondir tout ceci. Tout à l'heure, vous avez bien raison de l'évoquer. Je m'en voudrais de ne pas donner la parole à M. Bado. Vous êtes sensible forcément à ce type de questions-là. Vous avez donc plusieurs fois sorti des communiqués pour interpeller le gouvernement en ce sens-là. Comment vous réagissez face à un tel témoignage? Ouais, je pense que je suis parfaitement d'accord avec Oulon sur cette question, pour dire tout simplement que, comme le commissaire également l'a dit, la question du terrorisme ne peut pas se gagner par seulement le tout militaire. Oui. Il faut véritablement donc que les populations s'y mettent. Et pour que les populations puissent apporter les informations nécessaires, pour que les militaires puissent effectivement donc, combattre le terrorisme de terrain, il faut qu'il y ait cette confiance nécessaire entre les populations et les FDS. Et la question effectivement donc des exécutions extrajudiciaires n'arrange pas cette confiance. La question des assassinats ciblés, des assassinats de masse, n'arrange pas du tout cette confiance-là. Et au niveau du MBHP, vous avez suivi notre rapport en mars, rendu public en mars 2019, sur Kain-Ouro et environ. On nous a dit qu'il y aura des enquêtes, jusqu'à présent on ne sait pas. Et voilà, quels sont les résultats donc, de ces enquêtes. Vous avez vu les assassinats des responsables de l'ODJ dans le Yaga, dont les corps sont toujours à la morgue. Depuis mai, ça fait bientôt un an, le 31 mai, que c'est 2019, que ces personnes ont été tuées et les corps sont toujours à la morgue demandant une autopsie. Depuis un an. Voilà. Si c'est vraiment pas nos forces de l'ordre qui ont commis ces actes-là, ça nous coûte quoi de mener une enquête tout à fait impartiale et de dire voilà ce qui s'est passé exactement. Ça permet de rétablir la confiance entre les citoyens et permettre effectivement donc de collaborer de façon efficace avec les forces de l'ordre. Et je vous dis que dans certaines localités, dans notre rapport même c'est ressorti, lorsque nos FDS, même les gens courent, il y a des populations qui commencent à fuir. Ah bon? Parce que si vous êtes enlevé, comme il le dit, et que par la suite on ne vous retrouve pas, il y a des cas de disparition forcée, des gens qui sont enlevés donc à leur famille, après on ne sait pas où ils sont. Vous avez suivi, où l'on est revenu donc sur le cas de Tawalbougou, 12 personnes qui meurent en détention.
même si elles sont présumées terroristes, il y a quand même, notre pays a des textes. Nous sommes dans un état de droit. Hein? Une fois que des personnes sont détenues, vous ne pouvez même pas quand même faire, aller dans ce genre de conditions de détention jusqu'à ce que ces personnes meurent. On en a déjà vu au niveau de l'unité antidrogue, 11 personnes qui sont mortes dans des conditions aussi troubles. Nous disons effectivement donc qu'il faut, comme il a dit, il ne faut pas qu'on balaye de la main. Nous sommes tous complémentaires. Les organisations de droits humains jouent un rôle. Il est important effectivement donc que lorsqu'il y a des dénonciations, que l'État également puisse jouer son rôle, de mener donc l'enquête et de sanctionner comme il se doit. Au lieu de balayer donc du revers de la main. Voilà. Vous avez suivi tout récemment le président du MPP qui a balayé du revers de la main le rapport de Human Rights Watch sur les questions d'exécution extrajudiciaire. Et c'est cette banalisation-là qui fait que c'est difficile effectivement. C'est difficile. Alors, je vais faire réagir commissaire tout à l'heure, M. Nana également, mais avant, on prend un autre témoignage, cette fois-ci qui nous vient donc de la zone de l'Est. Lui également donc s'est dit révolté. Il dit c'est son village même qui est occupé et il souhaitait témoigner à visage découvert, mais nous avons dit non. On préfère donc garder l'anonymat. Bonsoir, cher intervenant. Bonsoir, monsieur. Oui, comment allez-vous? Ça va bien, et chez vous? Oui, ça va bien, merci. Merci de nous rejoindre. Vous avez un témoignage à nous faire sur la situation au niveau donc de l'Est. Effectivement, beaucoup de témoignages même. Nous vous écoutons. Ok, parce que depuis un certain temps, on a constaté que la région de l'Est, plus précisément en allant à partir de Ougarou jusqu'à Nassau, est délaissée. On a à peu près plus de une année même, on voit même plus la présence de l'armée, de l'État. Étant donné que les terroristes qui donnent les lois, qui dictent les lois, qui font ce qu'ils veulent, rien que le mois passé, il y a eu même un drapeau qui flotte entre Nassau et Ougarou. À tout temps, si une personne veut quitter Ougarou pour Nassau, il y a le contrôle des pièces d'identité, on lui pose beaucoup de questions, où vas-tu? Ok, arrivé là-bas, dites à ceux qui ont fui de ne plus revenir. Donc nous, on se demande, est-ce que réellement la région de l'Est, plus précisément Nassau, fait partie du Burkina? C'est la question qu'on pose toujours. D'accord. Et vous avez l'impression donc que depuis l'apparition de cette pandémie de Covid-19, on ne parle pas de la situation que vous vivez au niveau de l'Est, pourtant la situation est critique. C'est bien cela? Avant ça, on peut dire depuis l'année passée. Oui. Avant ça même. C'est-à-dire ça, nous, on peut dire que le Covid-19, ça, c'est venu trouver la situation. Oui. Voilà. C'est ça. Parce qu'on va comprendre dans un village où on dit que voilà, c'est le gouvernement, c'est-à-dire c'est le gouvernement qui contrôle et on trouve une autre, disons bon, peut-être une autre armée encore, des individus armés qui font voilà, des patrouilles, qui fouillent dans les véhicules pour voir est-ce qu'ils n'ont pas amené de la boisson, est-ce qu'ils n'ont pas amené de la cigarette. Supposons que c'est des individus qui vont contrôler l'identité des personnes, voir est-ce qu'un tel n'est pas fonctionnaire, est-ce qu'un tel n'est pas de l'armée. Ouais, c'est quand même bizarre. Oui. Voilà. D'accord. Et donc, vous également, donc, comme notre ami qu'on avait du côté donc, de Douai tout à l'heure, vous souhaitez qu'il y ait une mobilisation générale, un peu comme ce que nous voyons contre le Covid-19, qu'il y ait cette sorte de mobilisation-là pour lutter contre l'insécurité dans la zone. C'est bien cela? Effectivement. Oui. D'accord. Effectivement, c'est ce que nous souhaitons. OK. D'accord. Alors, on va vous dire grandement merci. Merci beaucoup pour votre témoignage et surtout bon courage à vous. Ok, merci. Excellente soirée. Alors, commissaire Palinfo, j'aimerais donc que vous réagissiez. Est-ce que vous êtes déjà au courant de ce qu'il nous raconte? Je vous rappelle qu'il est vraiment très remonté. Il nous a dit, moi, je m'en fous qu'on me présente, c'est mon village même où les gens là sont, ils font des contrôles comme c'était chez eux et tout ça. Et bon, il n'y a pas d'action véritablement pour nous venir en aide. Est-ce que déjà vous étiez au courant de cela? Moi, j'ai envie de vous dire... Oui. Et si c'est un FDS qui est dans cette situation-là? Les gens ne le savent pas. C'est aussi dramatique. Oui, mais il y a beaucoup de nos camarades dans les rangs qui sont dans cette situation, dont les villages ont été pris et qui aujourd'hui aimeraient quitter là où on les a déployés pour repartir dans les villages. Voilà pourquoi on dit que la lutte contre le terrorisme, c'est l'affaire de tout le monde. Quand vous voyez un FDS dans votre localité, il ne vient pas d'une autre planète.
il est issu de la communauté burkinabé, il est issu du Burkina Faso. Moi, j'ai des collègues qui ont vu leurs papas assassinés par des terroristes. D'autres, c'est les parents. Il y en a, les femmes, on a une dame actuellement qui a reçu une balle. Donc, c'est des situations assez choquantes pour les forces de l'ordre. Autant, tout le monde est choqué. Hein. Moi, je me dis, mais ce que je regrette, et si on continue comme ça, on ne va pas s'en sortir, oui. En fait, c'est de se lancer dans les accusations. Parce que côté FDS, il y a des accusations. Quand moi, je discute avec mes collègues, beaucoup reprochent certaines choses à la population. À la population. Parce que je peux prendre le cas, par exemple, d'un agent des forces de l'ordre qui était là pour une patrouille dans un marché, en pleine journée, et qui a été abattu. Et dans le marché, personne n'a pu dire qui a fait ça. Qui a fait ça, oui. Et les gens sont allés allègrement. Oui. Donc, quand ça commence à devenir comme ça, lui, par exemple, ses autres collègues-là, ça fait que la confiance est partie. Oui. Donc, la question de confiance, autant les forces de l'ordre ont des efforts à faire, autant la population a des efforts à faire. On a le sentiment, comme il n'y a pas une franchise, il n'y a pas de sincérité dans les rapports FDS-population. Alors que quand on est dans une action commune qui est de lutter contre le terrorisme, si on ne part pas sur des bases de sincérité, il est difficile d'avoir des résultats. Penser que ne pas collaborer avec les FDS, c'est à l'État on s'en prend, c'est tout faux. Parce qu'en attendant l'État là, c'est qui? C'est tout le monde. Ouais, ouais, ouais. Et quand on dit le Burkina là, les Burkinabés c'est qui? C'est tout le monde encore. Et c'est la division du travail qui fait que dans la société, on a des agriculteurs, on a des gens qui portent la tenue, ainsi de suite. C'est ça. Et c'est tout cela qui concourt à la sécurité, à la paix, à la stabilité et au développement du pays. Voilà pourquoi moi, quand j'analyse les choses, je les analyse de façon globale pour éviter de me tromper. Et ici encore, les témoignages, c'est très émouvant et ça interpelle. Voilà, nous en sommes au courant, on a des alertes régulièrement. Et comme je vais répartir dans nos précédentes discussions, par exemple le couvre-feu à Ouagadougou, ou bien je prends même un fait banal, la circulation routière. Oui. Si les gens faisaient preuve d'incivisme, ne serait-ce qu'à la circulation, par exemple les policiers qu'on déploie pour réguler, on allait les enlever de la circulation et les déployer à autre chose. C'est ça. Donc il faut que la population aide les forces de défense et de sécurité à les aider. Il faut que la population soit beaucoup plus responsable. C'est dans les deux camps, quoi. C'est dans les deux camps. C'est ça, oui. Au côté FDS aussi, je vous ai dit que c'est des individus qui sont issus de la société. Exactement. Et dans la société, on a des bons, on a des mauvais. Dans la société, on a les criminels. Voilà, donc au niveau des FDS, les gens viennent d'horizons différents, avec des cultures différentes. Ils n'ont pas les mêmes tempéraments. C'est comme dans une classe, il y a un premier et un dernier. Voilà. Donc, s'il y a des actions isolées, réellement qu'on les traite avec diligence, mais maintenant qu'on ne se focalise pas sur ces actions isolées, en fait, pour accuser l'ensemble. C'est ça. En le faisant, on a tout faux. En le faisant, on crée un fossé. Et en créant un fossé, on ne contribue pas à la lutte contre le terrorisme. D'accord. Donc, c'est vraiment de voir le problème dans son entièreté et dans tous les camps. Parce que moi, j'ai échangé dans la préparation de cette émission avec un soldat qui me disait, c'est vrai qu'on parle beaucoup de Covid-19 actuellement, mais je puis te dire qu'aujourd'hui, il ne se passe pas un jour sans qu'il y ait un ou deux FDS tués au Burkina Faso. Donc, c'est quand même assez grave comme question et ça mérite effectivement qu'on se penche dessus. Peut-être même un peu plus que ce que l'on fait par rapport au Covid-19. Alors, M. Nana, vous avez donc organisé les populations pour se défendre, pour prendre leur sécurité en charge. Est-ce que dans cette zone-là, il y a des mesures qui ont été prises particulièrement? Effectivement, avant de répondre à votre question, j'aimerais revenir sur la préoccupation du premier intervenant effectivement qui a parlé. Moi, je crois qu'on a fait un choix. On a fait un choix d'adopter la démocratie comme mode de gouvernance. Et quand on adopte la démocratie comme mode de gouvernance, ça sous-entend qu'il y a une séparation de pouvoir et de compétences dans tous les compartiments qui concourent effectivement au fonctionnement de l'État.
il faut qu'on dépasse le cadre des accusations légères ou faciles. Aujourd'hui, effectivement, je peux prendre mon téléphone, à partir d'un village reculé de Falaguntou, j'appelle, je dis non, les FDS sont rentrés dans ma famille, ils ont soulevé, ils ont fait ceci, cela. C'est trop facile. Nous avons une armée républicaine, une armée formée. Aujourd'hui, nous n'avons pas une armée de 1979, où il fallait faire appel à toutes les compétences, y compris les illettrés. Aujourd'hui, vous rentrez dans l'armée nationale burkinabé, près de 90% sont des gens illettrés, c'est des gens qui ont suivi des formations. Nous les avons fait confiance pour nous défendre, pour défendre la patrie. Et comme il l'a dit, ces FDS-là, la seule différence avec nous, c'est la tenue militaire. Quand ils se déshabillent, ils sont comme nous. Ils ont un papa, ils ont une maman, ils ont des enfants, ils ont leur environnement psychologique, ils ont leur tout. Mais écoutez, vous savez ce qui se passe au centre nord? Moi, je suis du centre nord. Je sais ce qui se passe. Je vous donne un exemple. Quand on a lancé la toute première, le début, la première journée de l'opération Doufou, les FDS sont rentrés à Namsiya. Ils ont abattu, la même nuit, ils ont abattu 13 personnes. Moi, personnellement, en ce moment, je n'avais pas lancé mon mouvement de résistance populaire. On a crié, on a commencé à dire, puisque c'est des connaissances, c'est des parents directs. Je suis issu de ce milieu. On a dit que non, ça, c'est pas normal. On a tué un chef coutumier, on a tué des gens de renommée au niveau du département de Boursanga. C'est ça, l'opération Doufou. Oui. Maintenant, nous avons discuté, mais après 3 mois, quand on a eu les éléments concernant ces personnes-là, mais on a failli tomber. Vous croyez que les FDS, pourquoi il y a toujours des gens qui vivent au nord? Il y a des gens qui vivent à l'ouest, à l'est. Il y a des gens qui vivent sans problème, sans dérangement. Pourquoi aujourd'hui les FDS, spécialistes en sécurité, formés militairement pour défendre leurs territoires, qui n'ont pas d'appartenance politique ou autre chose, qui n'ont comme objectif de défendre l'intégrité territoriale du Burkina Faso, vont aller dans un village, aller dans une famille, prendre quelqu'un, aller tuer comme ça? Écoutez, nous sommes dans quel pays? Soyons logiques. Faisons confiance à nos forces de défense et de sécurité. Et toutes les fois, je vous préviens, quand les gens disent que balayer du réveil de la mer, non. Toutes les fois qu'il y a eu des exactions ou des présomptions d'exactions ou d'assassinats ciblés, les autorités en charge, notamment judiciaires, politiques, toutes les fois, il y a eu des voix qui se sont élevées. Effectivement, les actions sont lentes, les résultats des enquêtes sont lentes, mais il ne faut pas dire que les gens balayent du réveil de la main. Yirgou, il y a une suite judiciaire. Ce qui s'est passé avant-hier, il y a eu la déclaration... C'est vrai qu'il y a une suite judiciaire, mais bon... Oui, mais écoutez... Il y a eu aussi cette organisation dénommée le CISC qui a dit que les choses n'avancent pas comme elles oui, mais écoutez, nous sommes dans... C'est ça que j'ai dit, nous sommes dans un État civilisé, un État de droit. Oui. On ne peut pas aujourd'hui, du coup, instruire un dossier judiciaire et puis avoir les résultats sur le même champ. D'accord. En tout cas, je note que vous avez pleinement confiance à la justice. Donc, et la lumière va se faire. Je vais dire aux gens, au-delà des accusations ciblées, des accusations et autres là, travaillons d'abord à la base. Sensibilisons nos parents, sensibilisons nos frères et autres à ne pas se laisser trimballer dans cette aventure de terrorisme. D'accord. Donc c'est le dialogue que vous prenez. Donc, Monsieur Nana, je prends bonne note. C'est vrai que vous avez parlé du truc de Doufou tout à l'heure. Il y a eu aussi l'opération Otapuamou. Et il y a eu récemment, donc c'était la semaine dernière, une sortie du parti politique UPC. Voilà, les élus et responsables de l'UPC donc ont tenu une conférence de presse, c'était le 7 mai. Et ils ont présenté la situation socio-sécuritaire donc de la localité de l'Est. Et le principal animateur donc c'était Ludovic Draman Tombiano, député UPC. Et lui donc il a demandé l'opération Ogapo. Voilà. Et l'opération Ogapo, pour lui, c'est vraiment de complètement déraciner le terrorisme. J'aimerais vous faire réagir. Et on ne peut pas déraciner le terrorisme sans l'implication effectivement de ces populations. Donc il faut travailler effectivement à former, à sensibiliser ces populations-là, à ne pas se laisser, parce qu'aujourd'hui, nous savons ce qui se passe au nord. Les gens ont les désavantages de ne pas avoir
de ne pas connaître le nom. On a bien compris. On va revenir à vous pour que vous puissiez approfondir. C'est le travail que vous faites avec les populations là-bas. Exactement. Et les FDS. Exactement. Alors, Monsieur Houlon, dites-nous, est-ce que c'est ça la solution, c'est-à-dire faire une grosse opération, c'est-à-dire aller sur le terrain et tant qu'on n'a pas déraciné le terrorisme complètement, on ne s'arrête pas? Ok, avant de répondre à votre question, j'ai juste quelques observations par rapport à ce que M. Nana a dit. D'accord. C'est vrai qu'il a pris l'exemple que l'armée du Burkina actuelle n'est pas celle de 1979. C'est ça. Bon, j'espère que les dévassiers ne vont pas apprécier ce qu'il a dit parce que je ne pense pas qu'ils puissent avoir ce type de comparaison. Ils ne vont pas apprécier la comparaison. Voilà, je pense que ce n'était pas approprié. Et l'autre élément que je vais relever, bon, tout à l'heure, quand j'ai évoqué d'éviter de balayer du revers de la main, parce que quand il a pris la parole en faisant allusion, parce qu'il a explicitement dit qu'il fait référence au premier appel. Bon, je ne sais pas s'il le connaît, je ne sais pas si il a les nouvelles de Dori, je ne sais pas sur quelle base il peut s'asseoir sur ce plateau et dire que c'est balancer des accusations gratuites et faciles. Et voilà, je crois que c'est ça en fait le problème. Le monsieur a appelé. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai dit on n'a pas le droit de croire que, parce que comme c'est quelqu'un qui a appelé de Dori, et que ce qu'il raconte, c'est peut-être faux. Désolé. Quel est le travail qui a été fait? Non, vous allez réagir tout à l'heure. On va le laisser terminer. Je suis parti sur la base du premier appelant pour analyser. Pour analyser, d'accord. Je n'ai pas dit que ce qu'il a dit est faux. C'est ça, on a bien compris ça, M. Nana. Ok, donc en parlant d'accusations faciles et légères, c'est ça en fait le fond du problème en fait. C'est ça en fait le fond du problème. Je ne sais pas quels sont les éléments dont il dispose pour que quelqu'un qui raconte sa mésaventure ou bien quelque chose de vécu, que lui, il estime que c'est en fait... Et quand dans mon propos, j'ai dit, il est même dans l'intérêt. Et j'ai même dit, on a pris à l'Est. Il y a des individus armés, apparemment, qui ont mis des postes de contrôle. Et ils ont tué un policier dans cette situation-là. Parce que, a priori, quand vous les voyez, à première vue, vous allez croire que ce sont nos FDS. C'est ça. On s'est rendu compte que ce ne sont pas nos FDS. Et j'ai même dit dans mon intervention qu'il y a des gens qui portent la tenue, qui ne sont pas nos militaires. Combien de fois des attaques ont été perpétrées de cette façon? Donc, quand j'ai dit, quand quelqu'un balance quelque chose, quand quelqu'un rumine sa frustration, on n'a pas le devoir de dire oui, c'est pas vrai, on a une armée républicaine. En le disant, de l'écouter, ça ne veut pas dire qu'on nie le fait que les gens sont professionnels. Tout ceci. Et comme on l'a dit, il y a toujours des actes isolés, il y a toujours les conditions de travail, et je l'ai évoqué. Les gens sont dans des situations intenables. Parce que quand vous cumulez les missions au front, quand vous cumulez des charges de travail, bon, psychologiquement, on est tous humains. Et j'ai même pris l'exemple, je dis, moi, peut-être je fais la patrouille avec mon collègue, quand on abat devant moi, vous imaginez toute la charge. Il y a des gens, rien que la vue du sang, ils ne supportent pas. Mais combien de militaires ont perdu leurs collègues dans leurs mains? On nie pas cette situation. Mais il appartient à l'État de créer les conditions pour que celui qui n'est plus dans des situations, dans les aptitudes psychologiques, de mener sereinement sa mission, de revenir et de prendre les conditions. Je sais qu'à l'événement, nous, on a traité des questions, par exemple, les traumatismes en fait, psychologiques que subissent en fait, les FDS, justement. Parce que rien que vivre une attaque terroriste, rien que vivre peut-être un engin explosif improvisé, rien que vivre en fait, des gens que tu perds, les gens ne s'imaginent pas la charge que les gens ont. Mais il y en a qui vivent avec ça. Si on veut lutter, si on veut créer cette situation de confiance, je dis encore, chaque fois qu'un Burkinabé se plaint de l'attitude de X ou de Y, il appartient à l'État, je crois, comme il a dit, la société organisée, il y a une répartition des tâches, on est tous complémentaires. Personne n'est plus important que l'autre. Il faut investir. Nous travaillons tous pour que le drapeau puisse flotter. Donc il faut qu'on accorde une oreille attentive. Il a pris l'exemple de oui, il y a eu une suite judiciaire. Oui, c'est très bien. Mais Yirgou, ce n'est pas que le volet justice. Quel travail politique on a fait pour recoller les morceaux? S'il est intéressé, il peut lire le rapport de la Commission nationale des droits humains, CNDH, où c'est clairement dit que les gens ne vivent plus en harmonie. Quel est ce travail qu'au niveau du MATD, de l'administration territoriale, on a fait pour recoller les morceaux? En entendant qu'il y ait justice. Parce que la justice, ce n'est qu'un élément de la réponse. C'est tout comme sur la question sécuritaire. C'est ça. Parce qu'une calage, ce n'est pas ça qui va résoudre le problème. Aujourd'hui, on pose la question. Vous avez parlé... C'est ça. Oui, je dis... politique. Oui, mais ce n'est pas que... je crois que dans un État démocratique... Alors, M. Nana, je vous promets, je vous donne la parole dès qu'il termine pour que vous puissiez réagir. C'est lui seul qui coupe la parole.
Non, pour terminer, pour juste terminer, peut-être c'est le principe de l'émission que je ne comprends pas. Je ne sais pas, on prend la parole qui veut, ou bien les uns après les autres. Donne la parole. Les uns après les autres. Quand même, s'il y a des interventions, des rectificatifs pour nous permettre d'avancer. Exactement. Donc, je vous donnerai la parole tout à l'heure pour corriger. Pour résumer rapidement, sur la question des accusations, je dis encore, il est dans l'intérêt de nous tous, je suis tout à fait d'accord, de ne pas être dans une logique d'accuser X ou Y, de créer les conditions pour qu'il y ait la confiance. Et pour qu'il y ait cette confiance-là, dès lors qu'un seul Burkinabé se plaint de la qualité du service d'une entité donnée, on a le devoir quand même d'accorder l'oreille attentive et de dire, dans ça là peut-être vous avez exagéré, dans ça peut-être vous étiez dans vos torts, dans ça vous n'étiez pas dans vos torts. Et je pense que c'est comme cela qu'on crée les conditions. Maintenant sur la question, la proposition du groupe parlementaire Okapo, bon, c'est un parti politique qui est sorti. Moi je pense aujourd'hui on parle de Otapouanou, il serait bien qu'on tire les enseignements. Qu'est-ce qui a marché dans Otapouanou? Parce que si on a mené cette opération militaire, dont aux premières heures on a estimé que c'était un succès, qu'est-ce qui explique qu'une année après, la situation se dégrade de cette façon? Parce qu'on a tous vu cet afflux de populations déplacées, des villages environnants de Fada, et qui ont passé peut-être des nuits au niveau du stade régional. On a vu les images. Qu'est-ce qui explique que la situation s'est dégradée? Je pense qu'avant de pouvoir passer à l'action, il faut chaque fois qu'on évalue, se dire qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Si on doit refaire, qu'est-ce qu'on fait pour corriger? Et je pense que ce sont ces éléments essentiels. Sinon, il ne faut pas se lancer dans des opérations militaires dont on ne tire pas nécessairement en fait, les acquis ou bien on ne tire pas suffisamment le bilan. On a parlé du Soum, on a parlé d'autres localités. Oui, quelle est la situation aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les chiffres sont rouges? Qu'est-ce qui fait que... Monsieur Nana parle de l'action de sa structure au niveau du centre-nord. Mais on constate malheureusement que dans la zone du centre-nord, c'est la zone qui constate le plus de personnes déplacées. Les populations voudraient bien ressentir cela pour pouvoir repartir chez elles. Pourquoi on ne ressent pas ça? Les chiffres font ressortir en fait cette hausse de personnes déplacées. D'accord. Alors je pense qu'effectivement, le but de l'opération, déjà, c'était de mobiliser ces personnes déplacées-là pour qu'elles puissent repartir, si j'ai bien compris, et reconquérir leur village qui avait été occupé par des entités terroristes. Je rappelle aux téléspectateurs que dans peu de temps seulement, ils pourront nous joindre directement au téléphone pour poser des questions au plateau. Voilà, vous pouvez aussi envoyer vos questions sur la page Facebook BF1 TV. Alors, M. Nana, vous souhaitiez apporter un certain nombre de précisions avant que j'en vienne au commissaire. La première précision que je tenais à apporter, c'est par rapport à sa dernière intervention, quand il dit que au regard des statistiques, c'est au centre-nord qu'il y a plus de déplacés. Mais cela s'explique. Cela s'explique parce que ça fait partie des plans des terroristes. Le centre-nord, aujourd'hui, est la dernière barrière avant Ouagadougou. Et nous ne sommes pas nés il y a de cela 10 ans. Le mouvement de résistance n'est pas né de cela 5 ans au début du terrorisme. Nous sommes nés quand le centre-nord, précisément la province du BAM, a été attaquée et que c'était la débandade. Et quand nous avons lancé ce mouvement, jusqu'à 6 mois, presque 6 mois après, il n'y a pas eu un système, un dispositif sécuritaire pour permettre aux gens de rentrer. C'est grâce à notre mouvement que le canton de Zimtanga, le département de Bouzanga et ses villages environnants, c'est grâce à notre mouvement, sous le contrôle et l'encadrement des forces de défense et de sécurité. Aujourd'hui, au début, il y avait près de 47 000 déplacés à Kongossi. Il peut, ou bien s'il a un correspondant à Kongossi, il n'a qu'à appeler voir il y a combien de déplacés à Kongossi. Ce n'est pas l'armée, ce n'est pas les FDS qui sont venus les convoyer pour repartir. Ils sont repartis, ils se sont organisés. Aujourd'hui, dans le centre-nord, il n'y a pas un village qui n'a pas un groupe d'autodéfense qui est encadré. Et puis, encadré et puis formé par nos forces de défense et de sécurité. Ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas. Quand vous dites que quel est le résultat en fait? Moi, je veux qu'il y ait... Non, le résultat, c'est que... Parce que si on se fie par rapport aux autorités, moi, il sait que le maire de Barsalogo fait le point. Non, le maire de Barsalogo pour le résultat. Donne-moi la date de l'intervention, de l'interview du maire de Barsalogo.
C'est quelle date? Il y a Monsieur un Nana. mois, mon cher. Non, mais un mois. Monsieur Nana, si j'ai bien compris, aujourd'hui, il y a des populations déplacées qui ont pu réintégrer leur village. Je suis fier parce qu'il y a une mission même de près de 3 télévisions qui sont en train de partir à Congo-Ci pour faire un reportage sur la situation des déplacés. J'espère que nous allons être invités. Non, mais justement, vous êtes invités. Si la situation s'améliore, c'est tant mieux. C'est tout ce qu'on souhaite. Voilà, mais c'est tout ce qu'on souhaite. donc malheureusement, apparemment, vous n'avez pas les dernières informations relatives au centre Nord. D'accord. Aujourd'hui, depuis le lancement de notre mouvement de résistance populaire, il y a eu près de 80% des déplacés sont repartis. Okay. Ils n'ont pas été escortés par les forces de défense et de sécurité. Ils ont été escortés. Non, s'il vous plaît. Moi, je suis dans près de 40 provinces du Burkina Faso. Il y a des coordinations provinciales qui me remontent à chaque heure toutes les informations relatives à la sécurité et sous le contrôle des forces de défense et de sécurité. Nous ne travaillons pas contre les forces de défense et de sécurité, nous travaillons en collaboration avec les forces de défense et de sécurité. Allez-y voir ce qui se passe. Ils n'ont pas été escortés par les forces de défense. Ils sont partis parce que simplement ces jeunes patriotes-là ont décidé de mourir dans les villages parce qu'ils ne peuvent pas fuir, laisser les parents sous effectivement le joug de ces terroristes qui ne sont pas venus d'ailleurs. Et je le précise. Ces terroristes qui attaquent le centre Nord, le BAM, le San Matenga, et puis tout le Nord ne sont pas venus d'ailleurs. Je le précise. C'est bien compris, M. Nana. Avant de permettre aux téléspectateurs donc, de poser leurs questions directement, moi j'aimerais donc me tourner vers vous, commissaire par l'info. Déjà, est-ce que l'opération Ogapo, cela vous parle? Et aussi, est-ce qu'il faut organiser une sorte de téléthon pour lutter contre le terrorisme, parce que les appelants, quand on a échangé avec eux, c'est ce qu'ils semblaient demander. Ils se disent que bon, s'il y a une telle mobilisation pour lutter contre le Covid-19, il peut aussi y avoir une telle mobilisation pour lutter contre le terrorisme. Qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus? Ce que je peux dire, c'est que effectivement, si les gens se mobilisent, ça fera du bien. Ça fera du bien parce que en tant qu'FDS, l'État fournit beaucoup d'efforts, mais l'État, à lui seul, ne peut pas nous accompagner à la hauteur de nos besoins. Voilà, il y a toujours des manques à gagner quelque part. Et s'il y a une volonté populaire d'accompagnement qui naît, c'est déjà très bien. J'ai pris tantôt l'exemple de Ouagadougou, dont le maillage est faible. Moi, je serais ravi de savoir que des communautés dans des quartiers pourront s'organiser pour bâtir des commissariats au profit de la police ou des brigades de gendarmerie. Je serais ravi de voir ça. Ailleurs, on voit cela. Mais ici, depuis que le terrorisme a commencé, les gens beaucoup plus se plaignent des actions. Mais comment ils nous accompagnent? Et sur le terrain, c'est regrettable parce qu'aujourd'hui, quand on prend les quartiers, on attend tout visiblement de l'État. Et on doit apprendre à s'autogérer en tant que communauté. La communauté doit pouvoir s'organiser pour devancer sur ce que l'État va faire. Je vais ouvrir une parenthèse rapidement que je vais fermer. C'est le cas du coronavirus. Moi, je vois ici, la plupart du temps, c'est l'État qui édicte les mesures, comment les gens doivent se comporter. Quand je vois ça, à la fin, ça ne donne pas. Ça ne donne pas pourquoi? Parce qu'on n'a pas ce sentiment de responsabilité. Si les mesures venaient des populations, si les populations prenaient les devants, si les OSC prenaient les devants pour engager la population, ça allait mieux donner. Ça allait mieux donner. Même le couvre-feu, c'est parce que c'est l'État. Et très souvent, quand ça vient de l'État, les gens ont une certaine hostilité. Voilà, il faut que, au sein, les leaders d'opinion accompagnent l'action publique. Il faut que souvent, ils soient initiateurs et l'État sera l'accompagnateur. Donc, il faut qu'on arrive là. Maintenant, quant aux opérations, en fait, la lutte contre le terrorisme ne s'évalue pas au nombre d'opérations. Moi, je suis un technicien. Les opérations sont bien, mais les opérations doivent être construites autour d'une stratégie. Et la stratégie elle-même construite autour d'une vision. Quelle est notre vision au jour d'aujourd'hui dans le cadre de la lutte contre le terrorisme? Ça, c'est la première question. Qu'est-ce que nous voulons? Oui, on veut déraciner. On veut déraciner. Est-ce qu'on a les moyens de déraciner tout de suite et maintenant? Ça, c'est la question. Ça, c'est vous qui pouvez nous répondre. Tout ce que moi, je peux vous dire, quand j'analyse la situation, à travers les statistiques, à travers l'évolution, à travers pas mal de choses, je peux dire que nous sommes dans l'urgence. Ça, c'est évident, nous sommes dans l'urgence. Mais ce n'est pas une urgence absolue. C'est plutôt une urgence relative. Et comme c'est une urgence, dans l'immédiat, il faut travailler à stabiliser l'urgence.
Et après la stabilisation, on traite le mal. Ça prend beaucoup plus de temps. Donc quand vous dites déraciner en fait le terrorisme, d'abord il faut amener les gens à minimiser les attaques. Ça c'est notre premier défi, notre défi immédiat. C'est ça on pourra stabiliser l'urgence. Mais après il faut faire le traitement du mal pour soigner les cœurs, comme l'autre l'a dit. Et ça les armes ne peuvent pas. Mais la stabilisation de l'urgence, ça c'est réellement le rôle des acteurs de terrain. Donc il faut déjà au niveau de l'autorité, au niveau des populations, moi j'aimerais qu'on pense beaucoup plus à une stratégie bien élaborée. Voilà, le terrorisme, c'est une urgence pour nous. En fait, on a traîné dans le terrorisme, une autre urgence est venue s'ajouter. Oui. Si après la COVID-19, on ne se met pas au sérieux pour vider l'urgence terroriste, qui ne nous dit pas que demain, une autre urgence plus sévère viendra s'ajouter. Et ça, c'est des risques, surtout avec les élections en perspective. Quand on sait ce que dans nos pays voisins, les situations électorales ont créé des situations qui ont entraîné en fait des retours massifs des compatriotes qui étaient à l'extérieur. Donc ça, toutes ces situations, il faut les analyser et puis identifier les priorités. Aujourd'hui, notre priorité, c'est le terrorisme, mais c'est le terrorisme, est-ce que c'est la même réponse que nous devons apporter partout? Ça, c'est cette question que nous devons poser parce que le terrorisme ne présente pas le même visage. C'est vrai que les attaques sont, peut-être il y a des liens en commun, mais quand on regarde les réalités géographiques, quand on regarde les réalités socio-économiques, il est clair que la même réponse ne peut pas donner la même satisfaction partout. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, on va prendre un premier téléspectateur au téléphone qui nous appelle de Ouagadougou ici même. Donc, Monsieur Dambélé Karim, bonsoir. Allô? Oui, Monsieur Dambélé, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Oui, vous êtes le bienvenu et nous vous écoutons. Merci bien. Alors, déjà, oui. Oui, allez-y, Monsieur Dambélé. Ok, merci. En fait, c'est pour participer à l'émission. Oui, allez-y. Je salue l'initiative de BF1 sur ce sujet. Et en plus, je vous félicite pour votre engagement vis-à-vis de la question très pertinente que nous vivons au Burkina Faso en ce moment. Alors, j'ai une question qui me tient véritablement à cœur, c'est de savoir pourquoi est-ce que, depuis l'avènement du Covid-19, j'ai remarqué que la mobilisation des Burkinabés autour de cette question, elle est farouchement importante et engagée, au détriment de la question du terrorisme, alors que la question du terrorisme a fait plus de victimes au Burkina que le Covid-19. D'accord. J'ai l'impression que les gens négligent cette histoire du terrorisme, parce que ceux qui meurent, les morts à l'est comme au nord, sont aussi des Burkinabés, comme ceux qui meurent à Tingango. Alors, pourquoi il n'y a pas cet engagement sur la question sécuritaire? D'accord. En termes de mobilisation de fonds, en termes d'engagement, que ce soit les partis politiques, les ONG, les organisations internationales, les coopérations, tout. Pourquoi est-ce qu'il y a cette réticence-là? D'accord. On a bien compris votre question, M. Dambélé. Merci beaucoup. Alors donc, M. Dambélé était au téléphone. M. Bado, j'aimerais vous faire réagir sur cette première question de nos téléspectateurs. Alors donc, il demande pourquoi il n'y a pas autant de mobilisation. C'est vrai que le Covid-19 fait aussi des morts, mais c'est sûr, c'est clair que le terrorisme fait encore plus de victimes que le Covid-19. Pourquoi pas autant de mobilisation? Oui, je pense que Oulon avait déjà répondu en partie donc à la question. Si on le dit comme ça, ce sera un peu trop dit. Si on le dit comme ça, c'est comme si tout allait bien avant le Covid. Alors qu'avant le Covid, déjà, la question sécuritaire était problématique. Rien qu'en venant, je lisais effectivement donc les statistiques de l'ONU. Le bureau de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, il a clairement dit qu'en 2016, on parlait de moins de 80 victimes. En 2019, nous sommes à plus de 1800 victimes. Ça, c'est en fin 2019, avant même qu'on parle de la question donc, de
du Covid-19. Mais effectivement, c'est la question de la communication. Le fait qu'avec le Covid-19, effectivement, donc, la communication sur le terrorisme n'est plus celle que nous avons donc, avant. Et avec l'avancée effectivement donc, des terroristes également donc, dans certaines zones comme l'Est, les témoignages l'ont démontré, il y a effectivement donc, on a le sentiment que, voilà, comment on appelle ça, le Covid-19 a éclipsé. Un peu. Voilà, voilà. Mais ce que je dis effectivement, c'est qu'avant même le Covid-19, la question était problématique. Et c'est dans cette continuité-là qu'on est aujourd'hui. Et il va falloir effectivement donc, que des solutions puissent véritablement être trouvées contre le terrorisme. Je ne sais pas si je peux continuer parce que... Moi, j'aurais aimé vous faire réagir d'ailleurs même sur la question des déplacés internes. Tout à fait. Oui. Voilà. La question des déplacés internes, c'est une question assez préoccupante. En début d'émission, j'ai pris l'exemple effectivement donc, des manifestations qui ont commencé, parce que ces personnes-là manquent pratiquement de tout. En vivre, la question du logement, il y a véritablement donc, des préoccupations. Voilà. Et aujourd'hui, on est pratiquement à près de 800, sinon même plus, 800 000 déplacés internes. 858 000. 498 à la date du 25 mars. Tout à fait. Si je me trompe. Donc, ça veut dire que le nombre ne fait que monter crescendo. Voilà. Donc, ça montre effectivement donc, que c'est une préoccupation. Également, donc, il faut prendre en compte et voir comment il faut gérer ça de façon efficace. Mais ce que je voulais dire sur un exemple qu'il a pris en parlant donc, de l'armée républicaine, personne ne nie ça. Je pense que nous, souvent, en tant que mouvement des droits humains, nous sommes mal compris sur ces questions-là. Tout simplement parce que, je vais prendre quelques exemples sur les MBDHP. Si vous prenez l'attaque de comment on appelle ça, l'hôtel Capuchino, si vous prenez l'attaque de Capuchino, vous prenez l'attaque qu'il y a eu à comment on appelle le quartier, il y a eu Aziz Istanbul. Antiterroriste. Voilà, il y a eu l'opération antiterroriste à Rayongo. Le MBDHP a clairement fait des déclarations pour saluer effectivement donc l'initiative donc de l'armée qui a permis effectivement donc de mettre hors d'état de nuit ces personnes-là qui véritablement donc étaient constituées donc un problème de sécurité pour notre pays. Mais en même temps, là où le problème se pose, c'est qu'il y a des cas réels qui sont posés. C'est des cas réels d'exécution extrajudiciaire. Et il y a des Burkinabés effectivement donc, qui nous touchent en tant que mouvement des droits humains chaque jour sur effectivement donc, des cas de disparition forcée. Donc sur ces questions-là, quand nous disons qu'il ne faut pas balayer de la main, c'est par rapport à ça. Parce que c'est des cas pratiques, c'est objectif. On a pris le cas de Tawalbougou. 12 personnes qui sont mortes en détention. Le MBDHP a fait son rapport sur les cas, une soixantaine de cas à Kain Ouro et environ. On attend des enquêtes. Il y a bien d'autres cas, tels que Yurgou, tels que, comment on appelle ça, les tueries qu'il y a eu dans une autre localité. Le nom m'échappe. Mais je veux dire l'ensemble de ces tueries-là, qui sont donc des attaques souvent de masse, des tueries de masse, et souvent donc des cas de tueries de ciblés, tels que les cas des camarades de l'ODJ, dont les corps sont toujours à la mort, comme je l'ai dit. C'est des cas pratiques, c'est des cas objectifs, sur lesquels effectivement donc, il faut que l'État réagisse à travers donc, des enquêtes. Bon, quand lui dit que les enquêtes sont en cours, je ne sais pas voilà, s'il a des informations que nous n'avons pas, mais nous on a l'impression que aujourd'hui au Burkina Faso, lorsqu'on veut éteindre une affaire, on dit tout simplement qu'une enquête est ouverte, mais après on n'a plus les résultats. D'accord. Voilà. Donc vous êtes un peu sceptique par rapport à l'avancée de ces différentes enquêtes. Alors qu'effectivement la question de l'impunité permet effectivement donc que ces questions-là perdurent. La question de l'impunité fait que de plus en plus la population n'a plus confiance à son armée. Parce qu'on se dit tout simplement qu'on peut enlever quelqu'un de sa cour, aller l'exécuter et il n'y a rien. Alors que pour ça, ce n'est pas du tout intéressant. Mais pour ça, comme je l'ai dit, on ne remet pas en cause l'action globale effectivement, donc, de l'armée,
en ce qui concerne donc la sécurisation du territoire. Comme le soulignait le commissaire Paléfo, qui dit que c'est dans les deux sens que se crée donc lorsqu'il y a des violations la confiance de ce genre-là, il faut effectivement donc qu'un travail soit fait pour rétablir donc la confiance avec et cela rejoint ce que disait Oulon tout à l'heure, c'est-à-dire donc que quand un Burkinabé exprime une méfiance ou une insatisfaction, il y a lieu de regarder, de ne pas donc dire que voilà, ça ne vaut pas le coup, c'est peut-être une affabulation. Peut-être que les questions de justice même peuvent réhabiliter ou bien gonfler à bloc encore davantage. Parce qu'il y a peut-être beaucoup de choses qui se font sur le dos des FDS. Bien sûr. Mais parce qu'on estime qu'on n'a pas le temps. On parlait tout à l'heure du couvre-feu. Je sais qu'au journal L'événement, on a évoqué les cas d'exaction, rien que dans la ville de Ouagadougou. Oui. Nous, on a eu des informations comme quoi, il y a des, bon, vous m'excusez de l'expression, il y a des têtes brûlées, des civils qui sont levés de façon spontanée pour faire appliquer les mesures de couvre-feu, qui sont mis à bastonner les gens vers 22h, 23h. D'eux-mêmes, ils ont pris leurs initiatives. Et les gens ont couru partout, ils ont cru que c'était des policiers ou des gendarmes. Et rapidement, ils ont appelé, les gens sont allés constater qu'ils ne sont ni policiers ni militaires. Donc il y a souvent ces actions-là même qui ternissent. Donc il est dans l'intérêt même de tous qu'on essaie de dire, sur ce cas-là, voilà les faits, voilà ce qu'on aurait dû faire, ou bien voilà les mesures qu'on peut faire. Tout le monde gagnerait à ce que la lumière soit faite. Il y a l'exemple des Américains à Guantanamo. Il y a eu toute cette histoire, voilà, tout autour. Mais après, pour se redorer, en fait, pour redorer leur blason ou bien pour corriger leur image, voilà, ils se disent ils sont un pays respectueux des droits humains, on fait ça, voilà ce qu'on peut faire. On a même indemnisé des gens qu'on a détenus pendant longtemps pour rien. On peut citer les exemples. La France a fait pareil pour les interprètes quand ils ont eu des problèmes avec les Algériens pendant la guerre de libération. Il y a des Algériens aujourd'hui qui ne peuvent plus vivre ce jeu parce qu'on les a considérés comme des traîtres. Ils ont travaillé avec les Français. Et je sais qu'il n'y a même pas longtemps, il y avait des journaux français qui évoquaient le cas de ces Algériens qui ont travaillé avec les Français, que la France a abandonné. Mais vous avez certains que la France a donné des visas ou qu'on a accordé des faveurs. C'est dit, ça ne coûte rien. D'accord. Et même la question, aujourd'hui, les gens utilisent cela du reste pour pouvoir recruter. C'est bien compris. On va prendre d'abord un téléspectateur. D'abord un téléspectateur au téléphone et ensuite je vous donne la parole. D'accord, je serai à vous tout à l'heure, M. Nana, après avoir pris M. Diallo, qui nous appelle donc de Banfora. Bonsoir, M. Diallo. Bonsoir, monsieur. Oui, bienvenue à vous, nous vous écoutons, M. Diallo. Merci bien. Je voulais prendre part à votre émission. Oui, allez-y. Vraiment, je suis très, très content de vous. L'émission est la bienvenue. Merci. Bon, ma question s'adresse à M. Nana. Quand il dit qu'ils ont mis des groupes d'autodéfense ou bien c'est des groupes de défense, c'est une bonne chose a priori. Mais maintenant, son intervention, si je l'ai bien écouté, il dit que ceux qui nous attaquent, ceux qui attaquent au nord, ceux qui attaquent à l'ouest et à l'est, et ne viennent pas d'ailleurs. Qu'ils viennent du Burkina Faso, ça veut dire, ça sous-entend qu'ils sont d'ici. Mais est-ce que leur groupe d'autodéfense ou bien c'est leur groupe de défense qu'ils ont créé et ont suivi une formation en renseignement? Et secondo, est-ce que ce groupe aujourd'hui mène un travail pour pouvoir souder le tissu social qui est en train d'être détérioré aujourd'hui? Parce que quand il dit qu'ils ne viennent pas d'ailleurs, ça veut dire soit il y a un clan, soit il y a une communauté qui est visée. Maintenant, je ne sais pas, est-ce qu'il a des renseignements nécessaires sur ça? Puisque je ne sais pas, peut-être leur groupe, peut-être ils ont fait le renseignement, ils ont fait une formation en renseignement, je ne sais pas. D'accord. Voilà. C'est bien compris, M. Diallo. Merci beaucoup à vous donc, de nous appeler depuis Banfora. Et très bonne suite à vous. Alors, M. Nana, vous voyez que je reviens à vous. Exactement. Voilà. Alors, donc avant de répondre sur la question qui a fait le tour de table, je voudrais remercier l'appelant de Banfora, effectivement, qui a soulevé une question très importante. Est-ce que nos coordinations provinciales, villageoises, départementales et autres ont suivi des formations? Effectivement, je le répète, nos coordinations, notre mouvement, le mouvement de résistance populaire, depuis sa création, nous l'avons dit au rond-point de Kongoussi, nous ne sommes pas venus
pour prendre la place des forces de défense et de sécurité, pour travailler parallèlement au travail des forces de défense et de sécurité, ou bien pour être autre chose que de travailler sous le contrôle et l'encadrement technique de nos forces de défense et de sécurité. D'accord. Alors, vous me corrigerez si je me trompe, mais si j'ai bien suivi vos différentes sorties médiatiques, il semble que vous avez contribué à mettre la main sur un certain nombre de terroristes également. Okay. Même ce soir, même demain, on le fera. Oui. Ceux qui sont sur le terrain, ils sont informés. Malheureusement, je suis désolé que nous sommes dans les salons feutrés de Ouagadougou. Nous n'avons pas toutes les informations. Nous avons les renseignements au plus fond du Burkina Faso. Et nous savons ce qui se passe. Le travail que les FDS et nos forces de défense, nos volontaires travaillent et font sur le terrain. Donc, pour revenir à ça, ça veut dire aujourd'hui, nos coordinations sont formées par les forces de défense et de sécurité. Pour le renseignement. Pour le renseignement et tout autre appui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos coordinations ne peuvent pas se lever de leur propre gré pour aller créer une situation ou bien faire autre chose que ce que les FDS sur le terrain leur disent de faire. D'accord, ça c'est bien compris. Ça, maintenant, ils demandent, est-ce qu'il n'y a pas de stigmatisation de communauté parce que vous dites, ceux qui nous attaquent, on les connaît, ils ne viennent pas d'ailleurs. Ça, c'est le volet civil de notre travail. Nous avons des grands projets de travail, de sensibilisation, effectivement, pour nos coordinations provinciales, à ne pas tomber dans la stratégie de ces délinquants-là. Parce qu'effectivement, après avoir tenté, après avoir fait plusieurs choses, tentatives de stigmatisation ou de stratégies imposées pour permettre aux Burkinabés de se rentrer dedans entre griffes, nous travaillons à faire des formations. C'est votre Covid-19 qui est venu effectivement mettre fin à nos séminaires, à nos séances de formation. Notre parce que j'ai un point de vue à donner par rapport à cette maladie aussi, par rapport, relativement à la lutte contre le terrorisme. Donc, nous travaillons effectivement à dire à ces populations, et je l'ai dit dans mon discours au rond-point de Kongoussi, qu'aucun Burkinabé n'est indexé, aucune ethnie, aucune communauté, aucune religion. Et j'ai amené au niveau du présidium toutes les sensibilités de la province du BAM et du Centre-Nord devant moi. Et on a fait le discours. C'est pour dire que nous travaillons dans ce sens. Aujourd'hui, notre mot d'ordre, c'est quoi? Personne n'est indexé. Seuls sont indexés ceux qui attaquent le Burkina Faso. Parce que pour le Burkina Faso, nous sommes prêts à se sacrifier. Parce qu'aujourd'hui, je suis outré en tant que patriote burkinabé de savoir que sur les 274 200 km², des gens sont venus mettre un drapeau que le drapeau de Thomas Sankara. Je suis outré de voir qu'aujourd'hui, s'il vous plaît, je suis outré de voir, de voir que près de 8000 écoles sont fermées. Et vous savez les conséquences de la fermeture d'une seule école pour le Burkina Faso? C'est pour 10 ans, minimum une seule école. Rentrer dans tous les villages, à partir de Kongoussi en Nala, aucune école n'est fonctionnelle. Imaginez les conséquences directes. Comme disait un savant, pour tuer un pays, il faut tuer l'école. Il faut tuer la formation. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Au-delà des tueries physiques, ils sont en train de tuer notre avenir. Parce qu'aujourd'hui, dans 10 ans, le problème d'intellectuel, le problème de ceux qui vont diriger ce pays-là vont poser. Parce qu'il n'y a pas d'école. Il n'y a pas d'école à partir de Kongoussi en Nanda. Donc, la deuxième préoccupation que je voulais soulever, c'est justement, quand je venais ici à l'émission, en fait, la question que je me posais, c'est justement pour savoir si effectivement cette lutte contre Covid-19-là n'est pas venue effectivement mettre en touche ou battre en brèche comment dirais-je, la lutte contre le terrorisme. Quelle est votre réponse? Aujourd'hui, moi je suis dépassé par les théâtres que nos autorités sont en train de faire aujourd'hui. Je n'ai pas dit, je nie pas l'existence. Écoutez, s'il vous plaît, je nie pas l'existence de cette maladie. Je nie pas les mesures effectivement instituées pour lutter contre cette maladie. Mais je ne sais pas si les gens ont les statistiques de ce que le terrorisme a fait contre ce pays-là, de 2015 jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi cette mobilisation générale contre Covid-19? Aujourd'hui, je suis dépassé parce que nous sommes en train de singer ce qui se passe en Europe.
les mesures que nous avons. Alors, si j'ai bien compris, vous voulez que cette mobilisation soit faite écoutez, pour le terrorisme. Si on avait eu un tiers de cette mobilisation, le terrorisme était hors du Mali même, pas au Burkina Faso. Si on avait eu un tiers de cette mobilisation, en 2 mois, le président du Faso est sorti 2 fois pour un discours solennel. Mais écoutez, les 51 morts de Covid-19, mais dans mes villages, chaque jour d'attaque, c'est combien de morts? Mais vous n'avez pas vu qu'on a organisé Téléthon contre la sécurité. Je respecte le président de l'Assemblée nationale. Mais j'aurais souhaité que ce lancement de Téléthon de l'Assemblée nationale soit contre le terrorisme. Parce que j'ai suivi l'interview de... On a bien compris l'idée générale. On est pratiquement donc en fin d'émission. On va prendre M. Dominique qui nous appelle donc de la ville de Ouagadougou. M. Dominique, bonsoir. Bonsoir. Oui, bienvenue à vous. Vous avez une question? Oui, moi c'est M. Dominique. Oui, d'accord. Voilà, j'interviens par rapport à la situation sécuritaire. Oui. Voilà, moi j'ai écouté l'émission, je suis satisfait. J'apprécie la CNDF pour l'initiative. J'appuie un peu sur l'initiative de M. Nana, qui vraiment des gens qui ont cette motivation, qu'on essaie de les accompagner. Et s'il y a des rectifications à faire, on les apporte. Je pense que des gens qui ont des initiatives comme ça, il n'y a rien de tel que de les appuyer. Et s'il y a des rectifications à faire, on le fait. Au lieu de tourner par-ci, par-là. Bon. J'ai pas grand chose à faire parce que dans ce domaine, il y a trop de difficultés qu'on ne pourra jamais expliquer. Mais des gens qui ont des initiatives, vraiment des initiatives dans ce sens, qu'on les appuie. On a bien compris. S'il y a des accompagnements et des rectifications à faire, qu'on les accompagne dans ce sens. D'accord. D'accord. Vraiment, je ne dis pas loin, c'est pour l'accompagner. Okay. Et je vous demande à l'accompagner dans ce sens. C'est bien compris, M. Dominique. Merci beaucoup à vous donc, M. Dominique, qui salue votre initiative et qui vous encourage. J'aimerais vous donner la parole, commissaire, parce qu'on est pratiquement au terme de l'émission et je m'en voudrais de ne pas vous faire réagir dessus parce qu'on est en train de dire qu'il faut organiser une sorte de téléthon pour lutter contre le terrorisme. Alors, est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'il faut le téléthon? Est-ce que ça va vraiment vous apporter quelque chose concrètement dans cette lutte-là? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cela? Avant ça, je vais revenir pour quand même tempérer un peu en fait, l'intervention de mon ami des droits humains. En fait, côté force de l'ordre, moi j'aimerais peut-être qu'il n'y a pas suffisamment de communication entre les acteurs, que ce soit du côté des droits de l'homme, que ce soit du côté de l'autorité. Peut-être mettre l'accent sur la communication entre ces deux entités pour qu'il y ait beaucoup plus de compréhension. Sinon, côté force de l'ordre, peut-être qu'il y a des insuffisances, mais il y a déjà des choses qui sont faites. Si vous pouvez faire un tour suffisamment dans les maisons d'arrêt, vous allez constater qu'il y a des agents des forces de défense et de sécurité qui sont derrière les barreaux. Donc ça, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas une volonté quand même de faire quelque chose. Peut-être qu'il y a des insuffisances, peut-être qu'il faut ajouter, mais déjà quelque chose qui est donc rassurer notamment le voilà, MPDHP quelque chose qui est en train d'être fait. Visiblement, voilà. M. Barreau n'est pas complètement rassuré. D'accord, mais ok, moi j'aimerais savoir, est-ce que si on va au Téléthon, est-ce que ça va aider réellement? Parce que nous, on peut le dire aujourd'hui, mais peut-être que vous n'en avez pas vraiment besoin, peut-être que les besoins sont ailleurs. Ben, nous, nos besoins, le Téléthon, tout dépend de quel objectif on va donner à cela. Tout est question de vision. Quelle est la vision? Ce n'est pas la mobilisation. La mobilisation doit venir soutenir un objectif qu'on vise. Voilà. Téléthon, c'est une bonne chose si derrière il y a de la vision. Voilà. Donc il faut construire une vision avant de sonner en fait l'alarme de la mobilisation. Par exemple, les milliards qui ont été mobilisés pour la riposte à la pandémie du Covid-19, si vous avez tous ces milliards-là, est-ce que... Oui. Nous, on a un manque sérieux de matériel. Il faut le dire, et ça, c'est tous les corps. Il y a des problèmes d'équipement. C'est vrai que l'État fournit des efforts. C'est comme je l'ai dit, avec la Covid-19, on a vu la responsabilité sociale, en fait, des entreprises au Burkina. Cette responsabilité a beaucoup manqué dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Voilà. C'est comme si on a laissé l'État seul dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Moi, j'aimerais voir toutes ces banques, ces sociétés de téléphonie, ces sociétés minières qui ont débloqué réellement des gros sous
pour soutenir la Covid, aller dans ce terrain-là pour soutenir la lutte contre le terrorisme. Parce qu'aujourd'hui, en fait, notre priorité, et ça, à terme, si on ne résout pas le problème du terrorisme, ça va créer d'autres situations qui seront difficiles à gérer. Vous avez vu que les questions de stigmatisation commencent à naître. Ça, c'est très dangereux. Oui. C'est parce que tout ça, on en arrive à là parce qu'il y a un premier problème, le terrorisme. Avec les déplacés, il y a des conflits communautaires. Parce que quand les déplacés arrivent, il y a la pression foncière. Voilà, c'est bientôt l'hivernage. Ils vont demander des champs, ils vont cultiver où, ils vont se nourrir comment. Et si on perdure dans ça, il y a l'insécurité alimentaire qui vient. Donc quand on fait toutes ces analyses-là, on gagnerait réellement à faire un sursaut patriotique général pour soutenir réellement l'action de lutte contre le terrorisme. Et ça, que ce soit un téléthon, que ce soit autre chose, quand même qu'on crée le cadre pour faire participer et pour soutenir, ne pas laisser les forces de défense et de sécurité orphelins. Parce que beaucoup aujourd'hui dans ces corps-là se sentent dans une situation d'orphelinat. D'accord. Voilà. C'est bien compris. Alors, avant de peut-être revenir pour un dernier tour de table, c'est vrai qu'on parle de Covid-19. Cette émission est dénommée Actu Covid-19. Donc, nous avons reçu un poème du Mogo Naba. Je vais vous lire le poème. J'espère donc que les téléspectateurs pourront en profiter avant qu'on se dise au revoir à cette émission. Alors, le poème est de Sa Majesté le Mogo Naba Bango. Le poème est titré Corona. Le virus est de la couronne dite de décembre 2019, du cloaque. Tu franchis toutes les frontières sans passeport, Asie, Europe, Amérique, Afrique et les îles. La panique, la désolation, la mort sont planétaires. Par toi, pour toi, sous toi, tous les pays sont égaux. Dans la panique et l'impuissance, la panique et la mort. Le feu, ton feu, ta faux décime. Le blanc, le noir, le peau rouge. Le pygmée, le développé et le sous-développé. Tous se révoltent, s'inquiètent de leur science et médisent celle des voisins de la modernité et de la tradition. Au moins, enfin, tous les hommes sont égaux devant la nullité et la mort de ton champ que tu défriches. Virus de Corona ou Covid-19, ton nom n'est pas à prononcer, il faut se confiner. Éviter de serrer la main et de cracher à terre. Prendre précaution dans la mosquée, l'église et le temple. Mais nous croyons aux médecins, aux chercheurs, aux plantes de la nature, à toutes les blouses blanches, au cache-nez, à l'eau de savon, gel, détergent, à notre Dieu créateur de l'univers et à nos aïeux. Mais, restons frères, échangeons, enrichissons nos connaissances, nos expériences et encouragements. Corona disparaîtra. Donc c'est fait à Ouagadougou, à Panguin, le jeudi 30 avril 2020. Auteur Sa Majesté Mogo Naba Bango, empereur des Mossé, Grand Croix de l'Ordre national, grand officier du CISM, lauréat prix Civipax, 4e édition. Voici donc le poème de Sa Majesté le Mogo Naba Bango donc sur le Covid-19. Et on va rapidement faire un dernier tour de table. Monsieur Oulon, en conclusion de tout ce que nous nous sommes dit. Non, c'est d'entendre le cri de cœur du porte-parole déplacé à Kongossi, qui a interpellé le ministre en charge de l'administration, qui espère qu'on puisse avoir le même engouement. C'est vrai qu'on ne peut pas nier qu'il n'y a pas eu d'initiative, parce que je me rappelle que depuis 2015, quand même, il y a eu le Forum national sur la sécurité, il y a eu des marches à travers le pays pour soutenir les FDS, on a même récolté des fonds. C'est ça. L'Assemblée nationale a eu une session extraordinaire sur la question sécuritaire. Mais il faut plus et il faut aller au-delà de cette symbolique-là. Ce n'est pas que le Téléthon qui va résoudre le problème. C'est tout un ensemble. Et je vais appuyer l'idée du commissaire par l'info justement pour dire qu'on ne puisse pas comprendre que jusqu'en 2020, 5 ans après la première attaque,
qu'on ne puisse pas toujours avoir une stratégie en fait de lutte contre le terrorisme. Et je D'accord. crois que c'est ça aussi le bien fond du compris. problème. S'il n'y a pas une direction, il n'y a pas une vision. Il n'y a pas de vision, on ne peut pas avancer. C'est compliqué avec des actions isolées, ça et là, et des initiatives éparses. D'accord. Merci beaucoup. Monsieur Bado, en 1 minute. Oui, en 1 minute, c'est parler beaucoup plus de solutions. Et je dis que nous, au niveau du MBDHP, nous avons toujours dans nos déclarations demandé à ce qu'on puisse améliorer les conditions de vie et de travail des FDS. D'accord. Voilà, c'est par ces conditions-là qu'on peut effectivement donc travailler à lutter efficacement contre le terrorisme. Mais nous disons également qu'il faut que nous travaillions à renforcer la confiance entre les FDS et nos populations en évitant effectivement donc les questions de bavure. Et ce genre de bavure, c'est ce que j'ai dit, c'est les exécutions extrajudiciaires, c'est les attaques, les assassinats ciblés. Tout ça, ça ne contribue pas effectivement donc à ce qu'on puisse lutter efficacement contre le terrorisme. Le terrorisme, voilà. Met dans la main. Il faut renforcer la confiance. On a bien compris, M. Bado. Merci beaucoup à vous, M. Nana, en 1 minute. En 1 minute, c'était pour dire effectivement aux autorités chargées de la lutte contre cette Covid-19 que les déplacés de Kongoussi, les déplacés de Barsalgo, les déplacés de toutes les contrées du Burkina ne sont pas d'accord et ne comprennent pas comment ils sont abandonnés, pourquoi ils sont abandonnés, que cette lutte contre le terrorisme a été abandonnée au profit de cette lutte contre Covid-19. Effectivement, ils nient pas l'existence de cette maladie, mais ils ne comprennent pas pourquoi cette publicité exagérée, pourquoi cet engouement autour de cette maladie en 2 mois, qui n'a fait en 2 mois que 51 morts. C'est beaucoup, mais une seule attaque au centre-nord, une seule attaque à l'est fait plus de 51 morts. D'accord. Donc nous invitons effectivement les autorités à écouter le message du responsable, du délégué des déplacés de Kongoussi, qui a dit ça devant le ministre d'État Simeon Sawadgo, d'aller dire à Marc Christian Kaboré qui ne comprennent pas pourquoi il a suspendu 6 mois de salaire. Ces ministres, ces députés ont suspendu 6 mois de salaire au profit de la lutte contre Covid-19 et non pas contre le terrorisme. D'accord. Ils souhaitent donc le même sacrifice. On a bien compris votre propos, M. Nana. Merci beaucoup à vous. En 1 minute, très rapidement, commissaire par l'info. Je dirais que le Burkina vit une crise, mais le Burkina n'est pas perdu. Parce que dans la crise même, il y a de l'opportunité. L'opportunité dans la crise, c'est de tirer suffisamment de leçons sur les erreurs que nous avons commises, les corriger pour aller de l'avant. Et aujourd'hui, il y a le terrorisme. Le terrorisme, c'est avant tout un homme. Et comme nous, et vous et moi, il dort, il tombe malade, il a faim, il mange, il a besoin de carburant pour se déplacer. Et si on essaie d'analyser les vulnérabilités du terrorisme, on va maîtriser le terrorisme et on saura comment réellement lutter. Et cette lutte-là ne peut pas arriver en fait de façon isolée. Cette lutte, on ne peut pas la gagner en s'accusant les uns les autres. Cette lutte, on ne peut la gagner que si on s'assoit ensemble, si on réfléchit ensemble, si on agit ensemble, si on se donne la main. C'est ça. Et on pourra sauver le Burkina. Et je pense toujours, je l'ai dit, le terrorisme, c'est un phénomène de société. Ça naît, ça grandit. Et ça meurt. Et ça meurt. Voilà, donc ce sera tout donc pour cette émission de Actu Covid-19. Vous le savez, une initiative portée par Burkina Networking et la télévision BF1 avec le soutien de la Chambre des mines du Burkina. Nous étions donc au 7e numéro de Actu Covid-19 et aujourd'hui nous parlions de Covid-19 et questions sécuritaires. Merci à vous qui nous avez suivis et rendez-vous jeudi prochain pour un autre numéro de Actu Covid-19. Ciao, bye bye.